N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Douala Goumou Arnaud. Je suis en 4e année de neurochirurgie au Cameroun. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de discuter avec vous sur les hémorragies sous-arachnoïdiennes. C'est un thème qui est extrêmement intéressant, aussi bien pour le médecin généraliste, pour l'étudiant en médecine, que pour le résident de neurologie et de neurochirurgie. Donc, pourquoi c'est intéressant de discuter dessus? Parce que c'est une pathologie qui reste jusqu'à présent sous-diagnostiquée et sous-référée. On est en train de travailler, on fait des études dessus et on se rend compte qu'effectivement, les hémorragies sous-arachnoïdiennes, le thème en fait des hémorragies sous-arachnoïdiennes est un thème qui est sous-référé. Les patients ne sont pas très bien pris en charge, les patients sont extrêmement négligés. On va comprendre aujourd'hui dans la discussion que c'est un thème qui demande que l'on soit assez averti parce qu'il faut le prendre en charge, il faut le dépister tôt, comme on va le voir, et le prendre en charge de la meilleure des manières. C'est une maladie, c'est une pathologie qui nécessite une extrême concentration. Elle fait partie des pathologies qui, en neurochirurgie, demandent une certaine spécialisation, une certaine expérience pour pouvoir la prendre en charge. Il y a très peu de connaissances qui sont connues dessus, malheureusement. Donc, on va faire l'effort aujourd'hui d'améliorer un peu la qualité de nos connaissances dans ce domaine-là, tout en espérant, parce qu'il faudrait qu'on écrive clairement quelle est la vision, tout en espérant que demain, les médecins généralistes qui sont affectés dans les régions de tous les pays d'Afrique, effectivement, qui nous suivent, puissent détecter rapidement un cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, avoir une idée sur l'étiologie et pouvoir débuter la prise en charge, non seulement en périphérie, mais déjà même celle qui devrait se faire dans les urgences et savoir enfin où référer le patient pour que la prise en charge soit optimale. Maintenant, si on est un résident ou bien un spécialiste de neurologie, de neurochirurgie, ce thème est important parce qu'il nous permet de nous rappeler ce qu'on a lieu de faire, ce qu'on a à faire une fois qu'on les a reçus dans les services spécialisés. Donc, comme je disais justement, savoir reconnaître, diagnostiquer, décrire la prise en charge initiale et connaître les modalités thérapeutiques définitives. Donc, pour ce faire, on va discuter rapidement des généralités, puis du diagnostic, de la conduite à tenir. On va parler un peu du pronostic et vraiment parler, parce qu'on ne va pas insister dessus. Et on va faire une petite conclusion. Donc, en guise de généralité, on se rappelle juste que c'est un type d'hémorragie intracrânienne. Vous voyez justement dans le cerveau, une fois que le sang coule, il y a plusieurs manières. Le sang peut couler à l'extérieur de la tumeur. On aura un hématome épidural, comme vous allez le voir justement ici, justement, l'hématome épidural. Donc, le sang peut couler justement entre la tumeur et l'espace sous-arachnoïdien, ce qu'on appelle l'hémorragie sous-arachnoïdienne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça là. Donc, le sang peut également couler dans l'espace sous-dural, c'est-à-dire qu'en dessous de la tumeur, c'est là. Bon, je recommence. L'espace épidural, c'est-à-dire au-dessus de la tumeur, c'est l'hématome épidural que voici. En dessous de la tumeur et au-dessus de l'arachnoïde, c'est l'hématome sous-dural que voici ici. Et maintenant, en dessous de l'arachnoïde, c'est l'hématome sous-arachnoïdien qu'on retrouve là, qui est le sujet de ce jour. Donc, maintenant, si le sang coule à l'intérieur du parenchyme, ce sera une hémorragie intraparenchymateuse, comme on peut voir ici. Si le sang coule dans le ventricule, ce sera une hémorragie intraventriculaire, comme on peut voir ici, que je mets en jaune là. Donc, voilà les différents types de saignements qu'on peut avoir dans la boîte crânienne. Lorsqu'on parle d'accident vasculaire, cérébral hémorragique, on parle en fait de tous ces différents types de lésions-là. Les lésions peuvent être uniques ou alors elles peuvent être associées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une hémorragie intraparenchymateuse avec une effraction intraventriculaire qui va regrouper à la fois l'hématome intraparenchymateux que voici avec une effraction intraventriculaire que voilà. Ou alors, on peut avoir une hémorragie sous-arachnoïdienne que voici avec une effraction intraventriculaire comme celle-ci. Donc, chacune d'entre elles aura une manifestation, une caractéristique ou bien des conséquences physiopathologiques qu'il faut savoir connaître pour pouvoir faire une prise en charge adaptée. Parce que rappelez-vous qu'en médecine, ou en médecine, dans la plupart du temps, la neurochirurgie en particulier, on soigne habituellement la physiopathologie. Donc, c'est une pathologie qui va nécessiter des soins chirurgicaux en urgence.
parce qu'elle engage pour la plupart du temps le pronostic vital à court terme, surtout lorsqu'on a des formes qui sont graves. On va les voir un peu plus bas. La prévalence de l'hémorragie sous-arachnoïdienne est d'environ 3,2%, c'est-à-dire que 3,2% des personnes, justement, vont faire une hémorragie sous-arachnoïdienne avec une incidence qui va entre 10 et 14 pour 100 000 habitants. Ça, c'est une prévalence qui est vraie dans tous les pays d'Amérique, dans les pays d'Europe également. En Afrique, chez nous, lorsqu'on compte les hémorragies sous-arachnoïdiennes, on se rend compte qu'en termes de prévalence, elles frôlent quasiment les 10 à 15%. Bon, on se dit aussi qu'il y a un certain nombre de soucis de biais dans la sélection des malades parce que tous les patients ne sont pas référés dans les centres de référence. On fait une étude dessus en ce moment et puis à l'hôpital général de Yaoundé, on se rend compte que la plupart des malades ne sont pas référés dans les services adaptés de prise en charge. C'est même une des raisons qui justifie qu'on fait ce cours ici aujourd'hui. Donc, la mortalité, justement, elle est assez importante. Elle est d'environ 30%. Et c'est une mort subite. Et ça survient habituellement après le premier épisode d'hémorragie sous-arachnoïdienne. D'où l'importance de pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs. Je insiste là-dessus. Vous devez être capable justement de reconnaître les signes avant-coureurs de l'hémorragie sous-arachnoïdienne et de poser le diagnostic avant l'étape de rupture. On va voir dans la classification qu'il y a ce qu'on appelle le grade 0, qui est l'étape pré-rupture. Donc, on va noter également que c'est 5 à 10 000% des habitants, à 10 000 habitants, l'hémorragie est secondaire et l'anévrisme. C'est la cause la plus fréquente et il faut toujours y penser. Donc, habituellement, lorsqu'on a une hémorragie sous-arachnoïdienne, on préfère en fait se dire que c'est d'abord un anévrisme avant d'être autre chose. Parce que la plupart des lésions vasculaires qui vont entraîner une hémorragie sous-arachnoïdienne, lorsqu'elles ne sont pas de type anévrismal, vont entraîner non seulement une hémorragie sous-arachnoïdienne, mais également d'autres hémorragies, comme les hémorragies intraparenchymateuses ou bien les effections intraventriculaires. Donc, lorsque vous avez une hémorragie sous-arachnoïdienne, puis pensez vraiment à une rupture d'anévrisme. Et lorsqu'on pense à la rupture d'anévrisme, on aura une prise en charge qui sera vraiment adaptée à la rupture d'anévrisme. C'est pour ça qu'on insiste sur le toujours y penser. Bien vouloir ne pas écrire sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, le risque annuel de rupture est d'environ 1 à 2%. C'est ça, en fait, qui va créer ou bien mettre en évidence ce qu'on appelle le paradoxe de l'anévrisme. Le paradoxe de l'anévrisme, c'est quoi exactement? Donc, c'est le patient que vous rencontrez, avec qui vous discutez, à qui vous expliquez effectivement que non, parce qu'il a une céphalée, on a fait un TDM cérébral, on s'est rendu compte que ce gars a soit un anévrisme bien marqué ou alors dans une clinique qui ressemble à celle de l'anévrisme. Vous faites une ponction lombaire, on va voir plus bas, vous vous rendez compte qu'effectivement, les signes annonciateurs ou bien les signes d'hémorragie sous-arachnoïdienne, vous faites une angiose scanner, vous vous rendez compte que voilà, il a un anévrisme qui est bien défini, qui est dans une position qui est effectivement accessible et tout. À ce moment, vous vous rappelez que le risque de rupture est d'environ 1 à 2%. Bon, c'est vrai que c'est un risque cumulatif. Ça veut dire que chaque année, il augmente. Mais 1 à 2%, c'est vraiment pas grand-chose. C'est ce gars qui dit au patient, non, le risque est assez faible, c'est 1 à 2%. Et le patient, lui, il sort du bureau. Quand il sort du bureau, la réalité, c'est qu'il peut rompre à votre porte. Il peut même rompre pendant que vous êtes de parler avec lui. C'est-à-dire que le risque est de 1 à 2%, mais ça peut survenir à tout moment. L'anévrisme se définit effectivement comme étant une mine que le patient a en permanence dans son cerveau qui peut exploser à tout moment. Donc, ce risque de 1 à 2% n'est pas à prendre en considération. Il faut s'orienter directement vers la prise en charge dès qu'on a vu l'anévrisme. S'orienter, j'ai bien directement. Il n'est pas à considérer à son sens littéral. Il dit au malade que non, voilà, on va attendre dans 5 ans quand on aura 10% de risque de rupture avant de pouvoir vous opérer. Parce que, comme je dis, ce 1 à 2% peut survenir là. Je me rappelle d'une malade qu'on avait justement opérée et qui, voilà, on cause avec elle, qu'on avait consulté, pardon. Nous avait été référé dans l'hôpital de la place. Et on a consulté, on dit, OK, on va t'opérer. Le temps de se préparer pour l'opération, elle rentre à la maison et tout. On explique le risque de rupture, effectivement, à la famille, on fait le counseling. Lorsqu'il rentre à la maison, avant la fin de la semaine, elle est décédée. Parce que pendant qu'elle se lavait, elle a rompu une seconde fois l'anévrisme et elle est morte avant d'arriver à l'hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. Ce risque n'est pas à prendre en considération de cette manière. Je crois qu'il fallait vraiment insister là-dessus. Dès qu'on a vu un anévrisme, il faut s'orienter vraiment vers la prise en charge. Donc, l'âge moyen de survenue des hémorragies sous-arachnoïdiennes, c'est d'environ 50 ans. Donc, les femmes sont plus touchées que les hommes avec un ratio d'environ 1 pour 1,3 le ratio homme-femme. Et la population chez lesquelles on retrouve le plus d'anévrisme habituellement, c'est les Noirs, c'est les Japonais, les Espagnols. Bon, ce qu'on explique, c'est qu'on ne sait vraiment pas pourquoi en fait c'est surtout eux.
Les facteurs associés, c'est l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'alcoolisme qui revient toujours. En fait, ce sont les facteurs risques cardiovasculaires, mais les facteurs risques vasculaires surtout. HTA, tabagisme, alcoolisme, le genre féminin, l'âge, les maladies justement génétiques comme le syndrome d'Ehlers-Danlos et les maladies associées comme la polykystose rénale. On dit qu'environ 80% des patients qui ont un anévrisme ont une polykystose rénale. Ça veut dire l'inverse également. Si on a des collègues néphrologues qui sont là, si on a un patient chez qui on remarque qu'il y a une polykystose rénale, il vaudrait mieux s'orienter, chercher effectivement s'il n'y a pas un anévrisme associé. Parce que des deux, l'anévrisme le tuera plus rapidement et dans un plus bref délai que la polykystose rénale. Donc, voilà un peu les facteurs associés. Facteurs associés parce qu'il n'y a pas vraiment de risque négatif qui a été associé dans les études récentes. Toujours concernant les généralités, on va discuter des étiologies majeures. Les étiologies majeures, justement, des hémorragies méningées sont post-traumatiques. La plupart des hémorragies méningées qu'on va retrouver sont chez les patients qui ont fait un accident de la voie publique ou bien un accident tout court avec un traumatisme crânien. Donc, les malformations vasculaires également sont les plus fréquentes pour les hémorragies subarachnoïdiennes non traumatiques. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on peut citer les anévrismes en première position, ensuite des malformations artério-veineuses, et par la suite, possiblement des cavernomes, même comme c'est extrêmement rare. Même comme c'est vraiment extrêmement rare. Donc, les ruptures d'anévrisme sont les plus incriminées, comme je disais précédemment, et l'usage des consommateurs de cocaïne sont des facteurs favorisants des ruptures. Toujours dans les facteurs favorisants de la rupture d'anévrisme, il y a l'hypertension artérielle qui est le facteur le plus rencontré. Un patient justement qui a un anévrisme et qui a une hypertension artérielle est un malade qu'il faut suivre particulièrement. Discuter avec lui, lui expliquer clairement qu'on ne saurait prendre en charge son anévrisme indépendamment de l'hypertension artérielle qu'il présente. Contrôler les chiffres tensionnels parce qu'effectivement, ce sont des éléments qui vont favoriser la rupture de l'anévrisme. Donc, maintenant, après avoir investigué sur toutes les causes d'hémorragie subarachnoïdienne, on se rend compte que 10%, là, c'est quand même idiopathique. Donc, mais on insiste quand même, c'est pour ça qu'on a mis ça en rouge ici. La détection de la cause est primordiale, importante et urgente. Lorsque vous avez une hémorragie subarachnoïdienne, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, insistez sur la recherche de la cause. Parce que l'hémorragie en elle-même peut avoir des conséquences drastiques. On va discuter de la prise en charge plus bas, on va voir qu'elle est médico-chirurgicale. Mais si vous trouvez la raison pour laquelle ce malade a saigné, vous pouvez prévenir les autres ruptures parce que les traitements ont l'avantage d'être pour la plupart définitifs. Et une fois que c'est fait, on est sûr qu'on est couvert, on est protégé pendant toute sa période de vie. Donc, il faut insister sur la recherche de la cause. Donc, les causes, justement, de l'hémorragie subarachnoïdienne, c'est les anévrismes à 70%, les malformations artério-veineuses sont autour de 10% des cas. Elles sont idiopathiques dans 10 à 15% des cas, on cadre surtout le 10%. Et maintenant, on a toutes d'autres causes qui peuvent survenir également, notamment les malformations artério-veineuses qui sont spinales, les hémorragies qui peuvent survenir sur une tumeur, une décompensation hémorragique d'une tumeur, ou alors les troubles de la trace sanguine qui peuvent entraîner des hémorragies intracrâniennes. Donc voilà un peu les différentes causes habituellement. J'insiste encore, je rappelle encore, hémorragie subarachnoïdienne, rechercher l'anévrisme jusqu'à preuve de contraire. Je ne sais pas si je peux être plus clair que ça. Donc, la physiopathologie de l'hémorragie subarachnoïdienne est plutôt, disons, simple et un peu compliquée aussi. Donc, après qu'il y ait libération du sang dans l'espace subarachnoïdien, il y a une série d'événements qui peuvent survenir. On va s'attarder uniquement sur 3 aspects. Le premier, c'est le fait que le sang se dépose sur le cortex. En se déposant sur le cortex, il va se déposer sur le cortex et sur les vaisseaux. Il aura un côté, il va entraîner une irritation au niveau du cortex cérébral qui sera à l'origine des crises épileptiques. Lorsque le sang se dépose sur une zone éloquente du cerveau, l'irritation, l'inflammation locale provoquée va entraîner une excitation des cellules nerveuses, c'est facile. Et ça va entraîner une crise maintenant qui sera fonction de la zone qui a été irritée. Deuxièmement, maintenant, sur le cortex cérébral, il y a les vaisseaux, il y a les veines, il y a les artères. Les artères, maintenant, qui vont recevoir les dépôts de la dégradation du sang, vont s'inflammer. Il y aura comme une infiltration de tissu au niveau de la paroi artérielle et avec une diminution de la lumière intra-artérielle. Cette diminution de la lumière-là va être interprétée comme étant un vasospasme qu'on verra bien en angiographie idéalement et à l'angioscanner. On va en parler plus bas. Donc, une fois qu'il y a cette irritation-là, la diminution de la lumière va entraîner une ischémie dans le segment distal et on pourra voir parfois, même sur des scanners normaux, sur des scanners cérébraux simples, cette zone d'ischémie qui se forme alors qu'au départ, elle n'était pas présente avec un rétrécissement de la lumière qui est interprété comme étant un vasospasme.
On aura également un syndrome confusionnel qui est lié justement à l'irritation du cortex. Cette irritation va entraîner l'altération de la conscience, qui peut être fluctuante. Donc, par ailleurs, maintenant, le LCR sera souillé. Il y a du sang qui s'est versé à l'intérieur. Donc, ce LCR qui est souillé, qui est posé au niveau des plexus choroïdes, au niveau des planchers des ventricules latéraux et au niveau du troisième ventricule, va circuler librement, sortir au niveau des trous de Magendie et de Louchka, au niveau de la base du bulbe rachidien, de la base du quatrième ventricule, s'écouler dans l'espace sous-arachnoïdien au niveau spinal et remonter au niveau des vélocités sous-arachnoïdiennes pour être réabsorbé. Donc, une fois que le LCR maintenant sera mélangé à du sang, il y aura un défaut de résorption du LCR parce que ce LCR ne sera plus pur. Vous savez que le LCR, anatomiquement ou bien anatomopathologiquement, est clair eau de roche. Quand ce LCR est sali, l'absorption au niveau des vélocités diminue. Et cette absorption au niveau des vélocités va entraîner donc une hydrocéphalie communicante. J'ai insisté sur le communicant parce que lorsqu'il y a défaut de résorption, vous verrez que le LCR circule dans les ventricules latéraux, dans le troisième ventricule, dans le quatrième ventricule, mais qu'il y a quand même une dilatation qui est tétraventriculaire habituellement. Et c'est ça qui va justifier le fait que notre hydrocéphalie est due à un défaut de résorption. On peut également avoir, dans ce même mécanisme, le LCR qui est mélangé à des caillots de sang. Le caillot de sang, lui, il va partir obstruer, par exemple, l'aqueduc de Sylvius, l'aqueduc mésencéphalique. Une fois qu'il obstrue l'aqueduc mésencéphalique, il y aura un défaut d'écoulement du LCR du troisième ventricule vers le quatrième ventricule et ça va entraîner une hydrocéphalie dite non communicante mais obstructive. Donc, ces deux mécanismes peuvent entraîner l'hydrocéphalie et la conséquence sera l'augmentation de la pression intracrânienne avec des engagements cérébraux. Bon, il y a d'autres éléments qui y sont associés, notamment la diminution du débit de perfusion cérébrale avec la perte de l'autorégulation à l'intérieur du cerveau. Et ce sont ces éléments-là maintenant qui seront responsables des conséquences, des complications qui sont associées à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Ça, c'est la partie où, quand on fait le cours en présentation, on demande est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on réexplique si jamais il y a des choses à expliquer? Donc, je suppose que vous avez des questions, notez-les, on va en discuter après dans la partie de la phase des questions et des réponses. La physiopathologie est extrêmement importante à comprendre si on veut prendre cette pathologie en charge. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en dehors du crâne? En dehors du crâne, tu auras justement des conséquences homéostasiques. Dans la tête, justement, il y a du sang qui a coulé, le LCR ne coule plus, le sang essaie d'entrer, la pression est trop importante, le sang n'entre pas. Il y a une activation maintenant qui va se faire au niveau sympathique avec libération de la noradrénaline et des médiateurs justement sympathiques. Tous ces médiateurs-là maintenant vont entraîner plus bas parce qu'il y a activation sympathique, une défaillance pulmonaire avec un œdème pulmonaire qui va se créer et un infarctus du myocarde. On va en discuter plus bas justement. C'est souvent des phénomènes qui peuvent être transitoires, mais on doit comprendre qu'il faut savoir les rechercher, les prendre en charge. Donc, dans la partie clinique, on va discuter un peu de comment ça se fait. Mais il faut avoir ça à l'idée, que le patient peut faire un œdème aigu du poumon avec une défaillance myocardique. Il y aura des troubles également métaboliques qui seront associés à cause justement de ce stress biologique qui est créé là, cette activation des systèmes auto- et parasympathiques qui vont entraîner la libération des médiateurs justement sympathiques. Et il y a un stress biologique qui est associé. On va parler plus bas des complications métaboliques qui sont associées. Donc, lorsqu'on parle de diagnostic maintenant de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, il est important de noter les circonstances de découverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans la situation clinique. On est aux urgences, on est au service. On reçoit un patient qui arrive. Lorsque le patient arrive, il y a une circonstance qui va vous faire penser à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Premièrement, c'est le contexte. C'est le patient habituellement, même si ça a l'air surprenant, ça survient habituellement après un coït vigoureux. Le patient qui a des rapports sexuels très actifs, hyperactifs, et après ça a développé des céphalies. Vous vous dites que cette affaire, si ça peut être suspect. Ou alors, ça survient souvent durant le sommeil, et ça, c'est les parties justement qui sont les plus catastrophiques, parce que c'est les patients parfois qui se couchent, qui dorment, et qui se réveillent le matin décédés. Il fait le coma pendant la nuit, il décède même pendant la nuit. Le matin, on dit qu'il est mort subitement. Pourtant, il a fait une hémorragie méningée. C'est l'anatomopathologiste
qui va vous dire après qu'il s'agissait de ça. Ou alors, vous avez ce patient qui décède et lorsqu'on interroge, on se rend compte qu'il avait le tiret suivant, des céphalées sentinelles. Et là, parfois, des mots qui suivent de façon brutale comme ça et qui partent. C'est parce que, étant donné qu'on parle d'écoulement, de saignement, parfois le saignement peut être minime. L'anévrisme peut juste se fissurer, un peu de sang coule. Ça entraîne justement des céphalées qui viennent brutalement passer une fissuration, paf, le sang coule en petite quantité, brutalement, ça fait des maux de tête. Comme c'est en petite quantité, après ça repart. On appelle ça des céphalées sentinelles. Ou alors le gars, son rapport sexuel, après ça, il a très mal à la tête, après ça part. On dit non, c'est rien, tranquille, il n'y a pas de souci. Maintenant, les céphalées sentinelles surviennent souvent 2 semaines en moyenne avant. Certains vont jusqu'à 1 mois, d'autres dans la semaine avant, mais en moyenne 2 semaines avant l'épisode. Si vous avez dit qu'il a des céphalées sentinelles avant, vous dites que, OK, effectivement qu'ici, il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne. Maintenant, je vais aller même jusqu'à dire que si vous voyez un patient qui a des céphalées qui surviennent brutalement après un coït, qui soit venu à l'hôpital et qui vient à l'hôpital, même si vous n'avez pas le tableau clair d'hémorragie sous-arachnoïdienne, dites-vous déjà qu'il faut investiguer par rapport à une éventuelle hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est extrêmement important parce que c'est une maladie qu'il vaut mieux voir avant plutôt que de voir après. Donc, maintenant, on peut avoir des signes également tels que les effets de marque qui sont dus à l'extension de l'anévrisme. C'est le patient qui arrive, qui vient vous voir parce qu'il a une diplopie, par exemple. Ce gars vient parce qu'il voit 2. Il a une diplopie. Habituellement, elle est horizontale. Une diplopie horizontale. Et vous cherchez au niveau des lésions métaboliques. C'est le neurologue qui fout les lésions métaboliques, qui fout les lésions endocriniennes et tout. Il ne trouve pas. Il cherche les pathologies cardiovasculaires. Il ne trouve pas vraiment. Il peut être tendu parce qu'un AVC peut également faire ça. Il ne trouve pas vraiment. Maintenant, à ce moment, quand tu n'as rien trouvé, demande de faire un scanner cérébral ou bien un angioscanner parce que tu peux effectivement mettre en évidence un anévrisme. Dans ce patient qui peut avoir également les troubles de l'équilibre lorsque tu as un anévrisme du tronc basilaire. Tu as le patient qui peut avoir également un trouble de la verticalité du regard qui sont également des signes en faveur d'un anévrisme. Donc, il faut, quand vous fouillez et que vous ne trouvez pas les causes devant une paralysie, disons d'une perte de nerfs crâniens, habituellement le 3, le 4 et le 6, ou un trouble oculomoteur, cherchez un anévrisme, on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Et vous voyez qu'il y a 30 à 50% des patients qui se présentent avec ça avant. Parce qu'après, quand le gars a déjà fait son anévrisme, c'est évident de dire, oui, voilà, il a une hémorragie sous-arachnoïdienne, ça remplit la vallée sylvienne, donc forcément, c'est la pica et tout. Ça devient évident. Mais si vous l'avez vu avant, je préfère que vous checkiez à ce niveau-là et que vous voyez qu'il y a un anévrisme et vous l'envoyez pour qu'on le prenne en charge le plus tôt possible. Donc, le patient, une fois qu'il est arrivé, se plaint habituellement de quoi? De céphalée brutale. Céphalée brutale. C'est interprété souvent comme les pires céphalées de ma vie. Le gars te dit que j'ai jamais eu mal comme ça. C'est la première fois que j'ai autant mal à la tête. Si docteur, c'est grave, j'ai failli mourir. Parfois, il te dit qu'il a tellement eu mal à la tête qu'il a l'impression qu'on écrasait la tête dans un étau. Le gars, il te dit que le cœur a failli s'arrêter. Le cœur battait tellement, j'ai transpiré. Bref, c'est la pire douleur de sa vie, les pires maux de tête de sa vie. Ou alors, c'est le gars qui va te dire que tout allait bien, et puis subitement, bam, le coup de tonnerre dans un ciel serein. Dans un ciel bleu même, souvent. On dit dans le serein, ça peut être un mot compliqué. Dans un ciel bleu. C'est-à-dire qu'imagine un peu un ciel qui est tout bleu là, et puis subitement, le coup de tonnerre, bam. C'est ça, là, céphalée de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Devant toute céphalée brutale, aiguë, recherchez toujours une hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est-à-dire, quel que soit la circonstance, même si on n'a pas décrit le rapport sexuel vigoureux, même si on n'avait pas décrit le céphalée sentinelle avant, mais pas le paralysie, vous avez un gars qui vient vous dire que subitement, il a une maladie comme ça, pap, demandez de faire un angioscanner ou alors un scanner tout simplement, et puis vous allez investiguer. Si c'est récent, on va voir comment en bas, avec des moyens limités même, on peut faire le diagnostic sans forcément aller fouiller très loin. Donc, ce gars, maintenant, premièrement, a cette céphalée brutale. Là, c'est le cas typique. C'est pour ça que je répète ça 2 fois ou 3 fois. C'est la céphalée brutale. Retenez que 80 à 95% des diagnostics en neuro et en neurochirurgie, c'est la sémiologie. Vous ne pourriez pas défendre, ou bien vous ne pouvez pas défendre facilement un patient, une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie méningée, sans décrire la céphalée brutale là. Et c'est à vous de fouiller ça chez le malade. N'attendez pas que le malade vienne vous dire que j'ai une céphalée brutale, non. Il va dire qu'il a mal à la tête. Vous demandez. C'est survenu doucement, doucement, c'est venu fort une fois. C'est souvent les termes qu'on emploie. Tu dis que non, c'est venu fort une fois. Tu dis, OK. Tu faisais quoi pendant que c'est venu? Tu faisais ainsi constant de survenu.
Tu as souvent mal à la tête comme ça ou c'est la première fois. Non, ça vient souvent. La dernière fois, j'ai même un truc comme ça, mais c'est passé. Ah, d'accord. C'est comme ça que vous allez investiguer. Vous faites l'analyse active pour pouvoir recueillir vos informations. Quand vous avez maintenant la céphalée brutale, vous cherchez les différents syndromes qui peuvent être associés, notamment le syndrome d'hypertension intracrânienne. C'est parfois le patient qui a des céphalées brutales. Quand l'intensité va trop monter, il va vomir. Il va avoir des nausées, puis il va vomir. Lorsqu'il a des nausées et qu'il vomit, tu dis, OK, ça, c'est un syndrome ici. Les troubles visuels, justement, habituellement, c'est la diplopie. Mais on peut également avoir une extinction visuelle qui survient ou alors une baisse de l'acuité visuelle. Mais on n'en parle pas beaucoup ici parce que les BAV de l'HTIC surviennent souvent de l'HTIC qui sont chroniques. Dans l'HTIC aigu comme ça, c'est très difficile qu'au début que vous retrouviez la baisse de l'acuité visuelle. Mais vous aurez surtout la diplopie et c'est un élément qui va vous orienter. Elle peut être horizontale ou verticale, comme je disais précédemment, en fonction de la lésion causale. Nausées, vomissements, troubles visuels. Ce sont les signes qu'on retrouve habituellement chez les patients qui ont une hémorragie méningée. On a également les signes d'irritation méningée qui surviennent, vu que le LCR va s'écouler sorti par les trous latéraux de l'Oushka et de Magendie médialement. Ça va remonter, irriter justement les nerfs, les nerfs qui vont sortir au niveau du cou, le 12, le 11, le 10 et le 9, et irriter la dumère au niveau cervical, entraîner une raideur de la nuque. On aura un kénique qui sera positif avec un Brodzinski positif. Ça, c'est les thèmes de sémiologie, je crois que tout le monde comprend. On a également une photophobie, une phonophobie associée. Il y a une attitude qu'on décrit souvent, l'attitude en chien de fusil, de malade qui fuit la lumière. C'est-à-dire que tu vois ce patient qui est couché dans le lit. Si la lumière est du côté droit, lui regarde à gauche. Il a les jambes pliées, il fuit la lumière. Tu dis que c'est un gars qui peut avoir une hémorragie méningée d'emblée. La lumière ne l'intéresse pas. Quand il y a du bruit, ça augmente les céphalées. Ce sont des éléments importants dans la sémiologie et importants dans la prise en charge. J'insiste là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, céphalée, c'est un HTIC, signe d'irritation méningée, photophonophobie. Donc, par ailleurs, il peut également vous signaler qu'il n'arrive qu'à bouger un membre ou alors, comme on parle de diplopie, qui vous dit que l'œil reste d'un seul côté, l'œil parasite facial associé. Bref, il a un déficit moteur qui est associé avec une altération brutale de la conscience qui peut survenir dans 45% des cas. Donc, les crises épileptiques peuvent survenir dans 10 à 25% des cas. Et on a ce qu'on appelle une hémorragie sous-conjonctivale qui est appelée le syndrome de Tesson. C'est du sang dans l'œil, tout simplement. C'est-à-dire que le gars qui a le sang à l'œil, là. Tu vois un gars qui a des céphalées brutales avec du sang dans l'œil. Vous avez vu ça, ne cherchez pas midi 14 heures. Est-ce que c'est une hémorragie méningée? Parce que le syndrome de Tesson est retrouvé dans quasiment 80% des hémorragies méningées. Donc, céphalée brutale, le syndrome de Tesson, c'est une hémorragie méningée jusqu'à preuve de contraire. Dans la discussion, je vais chercher une image de syndrome de Tesson et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Nick, tu me rappelles ça, s'il te plaît. Donc, crise épileptique, c'est 25% des cas, altération brutale de la conscience, 45% des cas, déficit moteur. Voilà un peu les plaintes qu'on peut avoir. Donc, l'examen physique, justement, peut être strictement normal. C'est-à-dire que vous avez ce patient, justement, qui a uniquement la sémiologie de la céphalée clairement décrite. Avec cette sémiologie-là, vous êtes même de justifier votre scanner cérébral sans produire de contraste et puis de demander votre enjeu scanner si vous avez des éléments qui confirment le diagnostic. Donc, par ailleurs, ce patient, justement, peut ne pas avoir un examen physique normal, mais peut avoir une hypertension artérielle qu'on retrouve dans 50% des cas, comme habituellement dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Et ça fera même partie des objectifs de la prise en charge. Parce qu'après, dans les conditions qui vont favoriser la prise en charge ou bien qui vont éviter la survenue des complications comme le ressaignement, il y aura de maintenir la tension à une valeur seule dont on va parler plus bas. Il y a la fièvre qui peut survenir chez les malades et c'est ce facteur justement qui est confondant, qui peut vous amener à penser à une méningite plutôt qu'à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Ça m'est arrivé même quand j'étais en stage de neurologie. J'ai une jeune fille drépanocytaire qui arrive avec céphalée, fièvre, signe d'irritation méningée, paralysie faciale centrale. J'ai mis le diagnostic de méningite et puis lorsqu'on fait le TDM, on se rend compte qu'effectivement, c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne avec fraction ventriculaire, elle n'était pas tellement plus. Donc, ça peut arriver maintenant, comme je dis, avec l'examen complémentaire, on permet de rattraper un certain nombre de choses.
La tachycardie, qui est également un facteur qui va vous faire confondre, qui est un facteur confondant, qui va vous amener à penser à la méningie plutôt qu'à l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Mais bon, vous avez le scanner pour vous guider. On a une altération de la conscience, comme on a parlé plus haut. Ici, maintenant, vous allez coter le score de coma de Glasgow, qui va vous aider à définir le grade, parce qu'on va parler tout à l'heure de la classification, des différentes classifications qu'on utilise devant pour nous classer une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et l'altération de la conscience est un élément extrêmement important pour pouvoir définir le grade. Si vous appelez un neurochirurgien ou alors un neurologue et que vous lui dites, voilà, nous avons un patient de tel âge qui a une céphalie brutale en cours de tonnerre, ce qui n'attend pas la suite, c'est le Glasgow. Parce qu'après, en fonction du Glasgow, on va quasiment orienter non seulement le service qui va recevoir ce malade, et deuxièmement, la prise en charge sera complètement en dépend. Donc, attention à la conscience, extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble dans les formations pratiques de neurologie qu'on va débuter en janvier, non seulement sur l'examen physique, mais également sur la cotation du score de coma de Glasgow, qui reste jusqu'à aujourd'hui quelque chose d'assez difficile à évaluer. Donc, je vous invite vraiment à ce moment à répondre présent pour qu'on puisse travailler de façon pratique sur l'examen neurologique et on va travailler sur comment est-ce qu'on cote de Glasgow. Et on va vous expliquer justement le fondement physiopathologique du score de coma de Glasgow qui permet en fait d'avoir de très bons scores. Donc, l'œdème papillaire qu'on peut retrouver également, qui va justifier la baisse de l'acuité visuelle, avec des hémorragies justement rétiniennes, pour ceux qui parviennent à faire le fond d'œil. Mais la BAV décrite est un signe, est un élément qui peut déjà vous faire penser automatiquement qu'il y a un œdème papillaire. Le déficit neurologique maintenant focal qui peut être oculomoteur, qui peut être une hémiparésie, qui peut être une paraparésie en fonction de la localisation de la lésion causale. Donc, après ça, maintenant, vous allez définir ce qu'on appelle la forme clinique. Vous allez par exemple recevoir ce patient, vous dites que j'ai un patient de 25 ans qui est venu avec une céphalie brutale en cours de tonnerre, qui est survenu au moment après un coït vigoureux, je prends le cas classique, après un coït vigoureux. Après avoir, la céphalie été accompagnée de nausées, de vomissements, donc il y a eu une hémiparésie du côté droit, par exemple. Il est donc venu consulter. Quand il arrive, je me rends compte que son Glasgow était à, je dis n'importe quoi, 13 sur 15, ou bien 14 sur 15, ou bien 8 sur 15. Et on a un déficit moteur, une hémiparésie à 3 sur 5 à gauche qui est proportionnel, non proportionnel, blablabla. Maintenant, à la fin, maintenant, vous avez conclu que c'est une hémorragie méningée. Maintenant, de quel type s'agit-il? C'est la forme clinique, avant de la classification. L'hémorragie méningée peut se présenter uniquement avec un très petit saignement, ce qu'on appelle l'hémorragie méningée minime. L'hémorragie méningée minime, c'est le patient qui vient avec la céphalie de l'hémorragie méningée sans déficit neurologique, rien que la sémiologie là. Et lorsque tu fais le TDM cérébral, tu te rends compte qu'il n'y a rien dans la tête. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle d'hémorragie méningée minime? Restez concentrés. Pour la suite, je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a rien dans la tête. On dit, OK, ce gars, hémorragie méningée minime. Parce qu'on a quand même pu conclure, on a quand même pu confirmer qu'il y a une hémorragie méningée. Le gars, maintenant, qui a l'hémorragie méningée pure, c'est la céphalie en cours de tonnerre vraie, avec son déficit, avec son hémiparésie, avec nausées, vomissements, tout ce qu'on a dit précédemment, déficit moteur associé et tout. Hémorragie méningée pure. Maintenant, le patient également, chez qui ça se passe en forme de coma brutal. Comme je parlais du gars qui se couche dans le lit, le matin, il ne se réveille pas. Coma d'emblée, ou alors le gars qui est en train de voir la télé et puis, paf, il tombe dans le coma. Il tombe dans le coma, il se réveille seulement à l'hôpital, on fait le scanner, parce qu'il est arrivé dans le tableau d'attention de la conscience, on se rend compte qu'il a une hémorragie méningée. Coma d'emblée, quasiment 40% des patients, c'est comme ça. Et puis, il y a le gars qui meurt, tout simplement. Il tombe là, il est parti, la mort subite. Alors, les 4 formes cliniques, justement, de l'hémorragie méningée, il faut savoir les distinguer. Je pense que jusque-là, ici encore, il y a des questions. Notez-les, on va en discuter tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour confirmer qu'il s'agit d'une hémorragie sous-arachnoïdienne? Le premier examen, ce qu'il faut toujours faire, c'est le TDM cérébral. C'est le TDM cérébral. Sans injection de produit de contraste, c'est lui qu'on fait. Il est rapide, il est sensible dans plus de 90% des cas. Il fait quasiment tous les diagnostics d'hémorragie méningée. Quasiment tout. Au TDM cérébral, vous allez rechercher une hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens avec les systèmes de la base. Je vais glisser pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir. C'est ça justement, la forme étoilée là, que vous voyez ici.
Bon, je vais redessiner la forme étoilée ici que vous voyez là. Cette forme-ci, en fait, qui va vous dire qu'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne. Ça, c'est les stènes de la base. On parle d'une hémorragie mélangée périmésencéphalique. Les stènes de la base, justement, périmésencéphaliques sont complètement comblés ici. Ça vous fait penser à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Ça, c'est deux. Deuxièmement, maintenant, vous vous rendez compte que ici, cette partie-ci est un peu trop blanche. Et que la vallée sylvienne ici, elle est pleine. Donc, l'espace sous-arachnoïdien également comblé par une hyperdensité. Vous dites que voilà, on a de quoi penser que ce processus fait une hémorragie sous-arachnoïdienne. TDM, c'est sans raison de produit de contraste, j'insiste là-dessus. Donc après, je vais prendre quelques images pour vous montrer. Il y en a dans l'ordinateur des patients qu'on a reçus, qu'on a opérés à l'hôpital ici au Cameroun pour des hémorragies sous-arachnoïdiennes, pour des pas d'anévrisme et qui ont de très belles images, aussi bien au scanner qu'à l'IRM. Donc, TDM cérébral sans produit de contraste rapide et sensible. Vous devez pouvoir voir justement cette hyperdensité-là. Ensuite, si vous avez justement un patient qui a un TDM cérébral normal, j'insiste là-dessus. Si vous avez ce patient qui a un TDM cérébral normal, parce que si vous avez déjà vu le comblement des stènes de la base et l'espace sous-arachnoïdien, ce n'est plus la peine de faire la ponction lombaire. Mais si vous avez ce gars céphalée brutale en coup de tonnerre, sans déficit, il est très embêtant ce monsieur, sans déficit, vous faites le TDM, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Vous dites que bon, ça peut être une hémorragie méningée minime. Avant, on appelait ça épistaxis méningée. Ça peut être ça, ou bien la forme frustre. Pour pouvoir confirmer votre diagnostic, vous faites une ponction lombaire. Quand vous faites la ponction lombaire, c'est classique. Espace L4, L5, on fait la piqûre et on recueille le liquide qui va sortir. Quand le liquide qui sort est, disons, rosé ou bien hémorragique, vous vous dites, est-ce que j'ai fait une ponction lombaire traumatique ou alors c'est une hémorragie méningée? Vous allez collecter du LCR dans un premier tube, environ 2 à 3 cc. Vous zappez, donc vous prenez dans un deuxième tube, environ 2 à 3 cc. Puis dans un troisième, environ 2 à 3 cc. Si la ponction lombaire est traumatique, vous allez voir que le liquide s'éclaircit au fur et à mesure. Si la ponction lombaire, c'était plutôt une ponction lombaire d'hémorragie méningée, le liquide ne s'éclaircit pas. C'est ça que vous voyez ici en bas, justement. C'est une blessure vasculaire. On a un liquide, justement, qui au début est sombre, puis ça s'éclaircit, et puis après, ça devient tout clair. On sait qu'on a fait un PL traumatique. Parfois, même lorsque vous êtes à ce niveau-ci, vous allez vous rendre compte qu'il y a un caillot qui se forme en dessous ici. Ah, PL traumatique. Là, tout le monde est d'accord. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez la même couleur au premier tube, au second et au troisième tube, vous dites que non, ça, ce n'est pas un PL traumatique, c'est une portion lombaire d'hémorragie méningée. Et c'est ici maintenant, devant un patient qui a la sémiologie, la sémiologie de la céphalée, de l'hémorragie méningée, qui n'a même pas de déficit, que vous dites que ce gars a fait une hémorragie méningée minime, ou bien la forme frustre. Et c'est là que vous cherchez, malgré le fait que le scanner soit normal, vous demandez de faire un scanner, un angioscanner. Extrêmement important, c'est une astuce qu'il faut absolument garder. Donc, ce test permet justement de faire cette différence-là. Certaines personnes permettent encore, lorsque vous avez fait une ponction lombaire et que vous vous êtes rendu compte que le liquide est resté même clair, ils envoient ça au laboratoire et ils disent de faire la centrifugation et de chercher le surnageance dentochromique. Lorsqu'on trouve le surnageance dentochromique, on dit OK, il a quand même fait une hémorragie méningée. Donc, il faut absolument garder ça en tête. Si jamais je crois que c'est des choses qu'il faut absolument retenir aujourd'hui. Ce n'est pas des objectifs aujourd'hui à retenir. Intégrer ça. TDM cérébral, on sait ce qu'on cherche au TDM cérébral. Ponction lombaire, test des 3 tubes, test dentochromique. Donc, le test des 3 tubes se fait uniquement quand le liquide est hémorragique. Ne partez pas prendre un patient, que vous piquez le dos, vous vous rendez compte que le liquide est clair, vous faites quand même 3 tubes. Non. Si le liquide est clair, vous envoyez au laboratoire, vous cherchez le surnageance dentochromique. Si le liquide est hémorragique, tu dis OK, on fait les 3 pour se rassurer que ce n'est pas une PL traumatique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, l'examen complémentaire qu'on va faire maintenant à visée étiologique, ce sera l'angio-TDM ou l'angio-IRM. Ça, c'est ce qu'on fait surtout dans notre contexte. Parce qu'ailleurs, c'est l'angiographie qu'on fait en priorité. C'est le seul test qui, lorsqu'on fait, il est négatif. À 2 reprises, on peut dire qu'il n'y a pas d'anévrisme. Mais les autres, en fait, sont des sujets à doute. Vous allez voir, c'est des personnes qui font l'angio-TDM, qui cherchent l'anévrisme, ne trouvent pas, parce que l'angio-TDM, en fait, a une limite. Quand l'anévrisme est inférieur à 2 mm, on ne voit pas ça au TDM. On ne voit pas ça à l'angio-TDM.
Mais l'enjeu IRM a l'avantage que quand l'anévrisme est tout petit, il le voit quand même. Maintenant, si on ne peut pas faire un enjeu IRM, parce qu'on dit, voilà, il n'y a pas le matos, il n'y a pas X, Y, Z, demandez de faire une IRM classique avec la séquence TOF. La séquence TOF, justement, c'est la séquence time of flight. C'est la séquence à laquelle on observe les lésions, on observe les vaisseaux en fait, qui se dessinent à l'image. Donc, à visée étiologique, enjeu TDM, angiographie d'abord en première position, puis enjeu IRM ou enjeu TDM en fonction de ce que vous avez sur place, ou alors une IRM simple avec séquence time of flight. Et l'une des raisons pour laquelle on fait également les IRM avec séquence time of flight, c'est quand les patients sont allergiques au produit de contraste. Puisqu'avec ça, tu n'as pas besoin de faire un produit de contraste, tu fais juste une IRM classique et tu paramètres la machine pour que tu donnes les différents vaisseaux et ça permet de voir justement l'anévrisme. Voilà les examens complémentaires qu'on fait dans le but de faire le diagnostic, premièrement, et deuxièmement, de trouver l'étiologie. Parce qu'après, ce n'est pas l'anévrisme. Si c'est une malformation artério-véneuse, vous allez voir à l'IRM. Si c'est un cavernome, vous allez voir à l'IRM. Si c'est une tumeur, vous allez voir à l'IRM. Ou au scanner, vous allez voir déjà. D'accord? Vous allez voir en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez même faire le TDM cérébral, vous vous rendez compte que là-bas, il y a une image que ça met une tumeur, vous avez plus d'amène, c'est la tumeur. Bref, par ordre, c'est TDM cérébral. S'il est concluant, OK, on va directement à la recherche étiologique. Enjeu TDM, si on cherche l'anévrisme, enjeu IRM time of flight, si elle est GOPDC, au bout de contraste. Ou alors, on a une lésion suspecte, on fait l'IRM pour trouver de quoi il s'agit directement. Voilà. Là, on a vu les images, on a vu comment les interpréter. Donc là, on est bien. D'autres examens maintenant complémentaires à visée de retentissement, c'est le Doppler carotidien. On parle de Doppler des 6 vaisseaux, des 8 vaisseaux, dans le but d'évaluer la présence ou non d'un vasospasme. Vous avez le Doppler, on voit la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux. On va faire un ECG pour rechercher la défaillance cardiaque, comme je disais précédemment. Il est important de la rechercher. À la base, on va trouver des anomalies. S'il y a les cardiologues qui sont là, c'est parfois une simple inversion de l'onde de T qu'on peut observer. Comme je disais, transitoire. Si après, il n'y a pas les signes d'ischémie, on peut s'arrêter là même. Il y a également, on peut avoir des ischémies parfois qui sont sous endocardie. On va faire une radiographie du thorax. On va chercher les images qui sont spécifiques à un œdème aigu du poumon, qui peut survenir dans le cas de notre hémorragie méningée. Un ionogramme sanguin complet, dans le but de rechercher les troubles métaboliques qui sont associés, parmi lesquels le plus notable, c'est les hyponatrémies et les troubles du magnésium, hypo-hypermagnésémie. Donc, ce sont les éléments qu'on recherche et qu'on doit absolument prendre en charge. Donc, après avoir maintenant fait le diagnostic de l'hémorragie méningée, on a fait le point, on a vu qu'il s'agissait d'un anévrisme, on a vu qu'il s'agissait d'une malformation vasculaire, on a fait le point sur le retentissement. On va faire une classification. Pour ça, on va utiliser 3 classifications. La première, les 2 premières sont des classifications cliniques, la troisième est une classification radiologique. Donc, la première classification clinique que j'ai proposée, c'est qu'on utilise le plus, la classification WFNS. C'est malheureusement pas bien visible. Je vais écrire à côté pour que vous voyez. WFNS. C'est World Federation of Neurological Surgery. C'est la Société mondiale des neurochirurgiens qui sont comme ça. C'est une classification effectivement qui va inclure 2 choses. Déficit moteur et score de commande de Glasgow selon les critères que vous voyez là. Donc, 15, on va dire grade 1 si le patient justement a 15 de Glasgow et sans déficit. Hémorragie méningée mini par exemple. S'il a 14, 13 sans déficit, on met 2. 14 avec déficit, on met 3. Maintenant, après, ça ne dépend que du Glasgow. 12, 7, déficit ou pas, c'est grade 4 et entre 6 et 3, c'est grade 5. Dans certains documents, comme dans le Greenberg, qui est la Bible du neurochirurgien, on va définir un WFNS 0. Le 0, c'est le patient chez qui tu découvres un anévrisme de façon accidentelle ou incidentale. Le gars vient pour un problème X. En faisant ton scanner, tu te rends compte que le gars a un anévrisme dans la tête, tu dis que le WFNS 0. Donc, voilà un peu la classification de WFNS. Vous aurez le temps de parcourir, de regarder, de lire ça. Donc, à côté, maintenant, la classification de 1TS, qui est une classification également clinique, qui a un objectif un peu de pronostic. Avec cette classification-ci, on définit un peu le pronostic de l'hémorragie méningée. Donc, ici, c'est un peu plus compliqué. On va tenir compte non seulement des symptômes du malade, mais également du Glasgow et des pertes des nerfs crâniens.
Donc, le grade 1, ce sera des céphalées légers, ce sera un patient qui est essentiellement symptomatique, avec 15 de Glasgow comme dans l'autre, comme dans le UFLS1. Le grade 2, le grade des céphalées maintenant qui sont importants, des signes d'irritation méningée qui sont importants, et il peut avoir un déficit neurologique, un déficit des plaies des nerfs crâniens, avec Glasgow qui a 13-14. Le grade 3, 13-14 toujours de Glasgow, mais ici, il y a un syndrome confusionnel qui s'installe déjà. Le grade 4, le Glasgow c'est des 12 comme dans le grade 4 du WFNS, et le grade 5, 6-3 comme dans l'autre côté. C'est quasiment pareil. Maintenant, ce qui nous intéresse également en seconde position, parce qu'habituellement, quand on reçoit les malades, on fait le FNS et on fait la deuxième, celle que je présente, c'est la classification de Fischer. La classification de Fischer, c'est une classification radiologique qui va tenir compte de la taille du sang à l'intérieur de la tête. Donc, si tu ne vois pas de sang, tu dis Fischer 1, c'est le cas de l'hémorragie méningée minime, on ne voit pas de sang dans la tête, il est classé Fischer 1. On va dire qu'il est Fischer 2, s'il y a du sang un peu de partout, mais il n'y a aucun caillot qui dépasse 3 mm d'épaisseur dans le sens vertical à la coupe coronale. On va dire qu'il est Fischer 3 lorsqu'on aura un caillot qui dépasse 1 mm à la coupe coronale, et il est Fischer 4 lorsqu'il y a une fraction intraventriculaire. Cette classification-ci, en fait, a un but pronostique également parce qu'elle permet de définir le pronostic de la survenue du vasospasme. En fonction du volume de sang qu'il y a dans la tête, on peut savoir, on peut prédire la survenue ou pas du vasospasme. Les patients qui font le plus de vasospasme, bon, j'ai envie de poser la question, c'est lesquels? Celui qui trouve, on va lui faire un cadeau. Les patients, justement, qui ont la question de Fischer 1, 2, 3, 4, à votre avis, lequel de ces patients fait le plus de vasospasme? Vous allez me répondre à la question pendant la phase des questions et des réponses. Donc, la CAT, c'est laquelle? Le but de la CAT, premièrement, c'est de traiter l'étiologie, prévenir et traiter les complications et la réhabilitation et l'insertion sociale. Toujours comme ça en neurochirurgie. Donc, les moyens maintenant pour traiter l'étiologie qu'on a, c'est quoi? C'est les moyens chirurgicaux. Ça peut être la craniotomie ou les moyens endovasculaires, l'embolisation. L'embolisation ne se fait pas encore dans la plupart des pays d'Afrique. Vraiment pas. Dans nos pays, ça ne se fait vraiment pas. On est en train de travailler dessus, ça ne se fait pas encore. Mais la craniotomie, par contre, elle se fait déjà dans certains pays. Au Cameroun, on fait déjà des craniotomies pour le clipage des anévrismes. Donc, le principe de l'embolisation, là, vous le voici ici, vous avez un vaisseau qui est là, on va pousser avec un guide à l'intérieur et à partir du guide, on va introduire notre produit d'embolisation ici qu'on appelle le col. Le col, maintenant, une fois qu'il va remplir l'anévrisme ici, le flot de sang à l'intérieur va provoquer la formation de caillots au niveau du col. Et le sang, maintenant, qui initialement allait comme ceci, avant de ressortir, va aller tout droit comme ça. Et on va dire qu'on a exclu l'anévrisme. C'est un des moyens, justement, de traiter l'anévrisme, d'exclure l'anévrisme. L'autre moyen, maintenant, ce sera par la craniotomie. C'est l'opération chirurgicale. Elle consiste effectivement à faire un volet. Et une fois qu'on a fait le volet de craniotomie, on va aller dans la zone, justement, qui est malade. On va faire une fois qu'on a fait le volet, c'est ici en haut. Une fois qu'on a fait le volet, on va aller retrouver la partie qui a saigné. Et quand on fait la partie qui a saigné, on fait le clipage de l'anévrisme et on ressort. Donc, voilà un peu. Ça, cette image ne correspond pas à une image de clipage d'anévrisme, mais c'est juste pour montrer la craniotomie. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble la craniotomie. C'est l'ouverture de la tête. On fait ceci au Cameroun déjà, par contre. On fait des craniotomies pour qu'il n'y ait pas d'anévrisme. On a commencé il y a quelques années déjà. On a commencé la microchirurgie avec le microscope ici seulement en 2020. En 2020-2021. Les microchirurgies qui n'ont pas d'anévrisme à l'hôpital général de Yaoundé. Donc, si vous avez des patients, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez avoir mon numéro de téléphone, vous me faites signe et on discute même de la prise en charge. Moi, je n'ai pas de problème. Je m'intéresse particulièrement à ce domaine-ci. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, un message WhatsApp et tout, devant un patient qui a une hémorragie méningée, et on discute de comment est-ce qu'on va le prendre en charge. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis vraiment ouvert à ce genre d'opportunités, à ce genre de discussion. Donc, pendant qu'on est en train de discuter, Nick va mettre mon numéro WhatsApp dans la discussion pour que ceux qui ont des cas, qui ont souvent des cas d'anévrisme peuvent m'écrire pour qu'on discute médecine, on discute neurochirurgie. Ça, moi, ça m'intéresse. Donc, à côté maintenant, il y a les moyens médicaux. Ça, c'est la partie maintenant sur laquelle j'ai envie d'insister parce que c'est celle qui nous concerne. La partie neurochirurgie, les raisons de neurochirurgie vont apprendre ça auprès de leur maître. Ou alors, lorsqu'ils vont se rapprocher d'un maître qui fait ça déjà. La partie médicale, c'est la partie qui nous intéresse. Lorsqu'on reçoit le patient à l'hôpital, que ce soit aux urgences, mais quel que soit le service, je tiens d'abord, avant de commencer toute chose, à vous dire que ce patient-ci doit être à deux endroits.
Soit il est dans un service de neuroréanimation, soit il est dans un service de réanimation dans un hôpital qui a un service de neurochirurgie. J'insiste là-dessus. Neuroréa, c'est-à-dire une réa uniquement adaptée au service de neurologie et de neurochirurgie. Ou alors un patient, ou alors une réanimation dans un hôpital où il y a un service de neurochirurgie compétent. Parce qu'après, lorsqu'il y a un problème, à tout moment, on doit pouvoir intervenir. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, on a reçu ce malade, on considère qu'on est quand même, on est dans un hôpital où il n'y a pas un service de neuroréa et qu'on n'est pas, on va dire qu'on n'apprend pas le référer directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, si ce patient arrive dans un état de coma, vous faites les Advanced Trauma Life Support. C'est le raisonnement là que vous avez, même si le mal n'est pas traumatique. Vous faites airway, breathing, circulating, et ainsi de suite. Notons que les éléments qui seront importants ici, c'est que ce gars doit avoir une saturation en oxygène qui est au-dessus de 90. Elle doit absolument être au-dessus de 90. Absolument. Il faut vraiment y veiller. Il faut mettre l'indice. 138. Donc, la saturation doit être au-dessus de 90%. Extrêmement important, je le redis encore. C'est en dessous de 90%, vous devez le mettre sous oxygène, voire même l'intuber, si nécessaire. C'est pour ça qu'il faut faire A avant, parce que s'il y a une option de voie aérienne, vous devez être capable de débloquer avant de pouvoir faire l'oxygénothérapie. La tension artérielle optimale chez le malade est entre 140 et 160. Elle est en dessous de 160 et au niveau de 140, 139, 130, 130, c'est bon. Et pas trop bas non plus, parce qu'il y a un conflit dans la tête. Il y a de l'air, il y a du sang qui essaie d'entrer. L'HTC évite un peu le sang d'entrer et ainsi de suite. Donc, la TA optimale systolique d'être entre 140 et 160. Et si elle dépasse 160, ça augmente le risque de ressaigner encore. Et ça, c'est problématique encore parce que les malades qui ressaignent, pour la plupart décèdent. On est à 50% des décès quasiment après un renseignement. Ça, il faut éviter également. On doit avoir une normocapnie, un peu difficile chez nous en périphérie, parce que par exemple, dans les grandes villes, c'est plus difficile. Mais rappelons-nous qu'on doit mettre une voie veineuse périphérique avec du sérum isotonique. La voie veineuse centrale n'a pas beaucoup fait ses preuves. Hein. Donc, la périphérique, parfois, est suffisante. Et on va voir plus tard l'objectif, justement, c'est une normovolémie. Il doit être normalement rempli, ce monsieur. La SPO2, 90%, j'insiste. La TA 140 à 60 systolique, j'insiste. Et la diastolique à 90 mm de mercure, ou alors inférieur à 90 mm de mercure. J'insiste là-dessus. C'est lorsque vous avez corrigé ça que vous avez prévenu la survenue des axos, des lésions secondaires, des lésions cérébrales secondaires qui vont tuer votre malade et les complications les plus destructrices de l'hémorragie méningée, à savoir le ressaignement et voire même l'hydrocéphalie. J'insiste là-dessus. Retenez ça de grâce maintenant, ici et maintenant. Donc, sérum salé en PEF, en remplissage normovolémique et on observe. Il est impératif de faire une isolation neurosensorielle. Impératif que le malade soit conscient ou pas. J'insiste là-dessus. Parce qu'après, on a vu des malades qui, malgré le fait qu'ils sont dans le coma, écoutent ce qui se dit à côté. Et comme pas d'isolation, on parle de loin des gardes malades, loin de tout autre malade également. C'est le même malade dans une chambre individuelle. Et dans une chambre telle que même quand on met les commentaires d'à côté, ils n'écoutent pas. On a une patiente qui, malheureusement, a ressaigné après que la chambre voisine, le patient de la chambre voisine soit décédé. Quand on a commencé les pleurs de l'autre côté là-bas, ça l'a stressé de la chambre où elle était et elle a ressaigné environ 30 à 40 minutes après parce qu'elle était stressée et elle imaginait qu'elle aussi va mourir. Donc, une vraie isolation neurosensorielle, organiser les gardes malades, expliquer-leur que devant ce genre de pathologie, le rôle des gardes malades est un travail à temps plein. Ce n'est pas une visite de courtoisie, ce n'est pas au tourisme. Ils ont pour mission de s'organiser. Un seul garde malade à côté du malade et lorsqu'il sort, il se fait remplacer. Et insister là-dessus, c'est votre devoir de vous rassurer que c'est fait. On éteint les lumières, on couvre les fenêtres dès que la lumière n'entre pas. Et on s'assure qu'il n'y a pas de bruit qui traverse. Un imodipine est devenu un médicament indispensable dans cette prise en charge-là. Parce que c'est un inhibiteur calcique qui agit dans le cerveau et qui permet de réduire le risque de vasospasme. 60 mg tous les 4 heures, c'est-à-dire 2 comprimés tous les 4 heures, ou alors 30 mg tous les 12 heures dans les versions les plus avancées. Certains vont aller jusqu'à mettre, lorsque la lésion de vasospasme est déjà installée, à faire l'imodipine en intravasculaire au moment de faire l'angiographie. Mais
vu qu'on n'a pas encore ça chez nous, on donne la nimodipine en comprimé, 60 mg justement tous les 4 heures, ou 30 mg tous les 12 heures. Donc, par ailleurs, il faut une analgésie optimale obligatoire. Optimale obligatoire. L'élévation, bien la survenue de la douleur, augmente le stress chez le malade et augmente les risques de ressaignement. Il faut être complètement optimal en termes d'analgésie. Ici, ce n'est pas l'opportunité de dire au malade de supporter la douleur. Non, le malade doit quasiment être endormi. Les personnes préfèrent donner des analgésiques qui sont sédatifs, comme le fentanyl ou la morphine. Parce que ce gars doit être quasiment sans douleur. Les antiémétiques pour éviter tout effort, parce que s'il fait l'effort de pousser pour vomir, ça augmente la pression crânienne et ça augmente le risque de ressaignement. Normovolémie, comme on a dit sur le cas isotonique avec le sérum salé, anticonvulsivant, 6 crises, dans certains contextes, ils préfèrent donner d'emblée, ils s'orientent vers le lévétiracétam. Si vous avez les moyens de donner du lévétiracétam, s'il n'y en a pas, le phénobarbital peut faire l'affaire. Phénobarbital injectable, 100 à 200 mg en fonction du poids du malade et en fonction de l'âge. Bon, comme c'est habituellement, c'est 200 mg qu'on donne une fois par 24 heures. Maintenant, à côté, tu as la lésion causale. Si tu as une lésion causale maintenant qui est focale, le lévétiracétam, c'est vrai qu'il passe partout. Et après, il y a le territoire aussi. Mais sinon, comme je dis, le seul qui a fait ses preuves dans la littérature actuelle, du moins à Cambridge, c'est le lévétiracétam. Ailleurs, phénobarbital passe également. Les laxatifs pour éviter tout effort de pousser toujours. On le met sur du phalange systématique si jamais ce malade peut manger, pour éviter qu'il pousse pendant qu'il veut faire les selles. J'espère que jusque-là, ça va. Traiter les complications, on va parler des plus notables et voir ce qu'on fait devant elles. L'hydrocéphalie survient chez 20% des patients et ça se remarque habituellement chez le patient qui arrive et qui progressivement perd un point de Glasgow. Tu as ce gars qui vient, il a 13-14, le lendemain, il perd un point, après, il perd un point et ainsi de suite. Tu te dis, ce gars peut faire une hydrocéphalie et c'est comme ça que tu rescannes le malade, tu confirmes qu'il y a une dilatation des ventricules. L'élément que vous cherchez le plus souvent ici, la dilatation des ventricules temporaux, la cône temporale des ventricules latéraux, pardon, c'est mieux dit comme ça. La cône temporale des ventricules latéraux, et lorsque vous voyez qu'elle est ces cônes sont dilatées, vous vous dites, OK, hydrocéphalie, il faut traiter. Le traitement ici, habituellement, consiste à une dérivation ventriculaire externe, parce qu'il s'agit habituellement d'une hydrocéphalie aiguë, vu qu'on a dit qu'elle pouvait être obstructive et non obstructive, et elle suffit en aiguë parce qu'elle est due à l'hémorragie. Donc, une DVE fait souvent l'affaire. Mais si vous vous rendez compte que ça suffit après, ça peut ne pas survenir les premiers jours, ça peut survenir après 2 semaines, 3 semaines, ça peut être une hydrocéphalie chronique, bien qui s'associe à l'hydrocéphalie aiguë. Et à ce moment, on peut faire une dérivation ventriculo-péritonéale. Mais de toutes les façons, il faut dériver. Il faut dériver. Si vous êtes en périphérie, dans lequel vous êtes, vous vous rendez compte que un patient perd les points de Glasgow progressivement, pensez à lui refaire un scanner cérébral. C'est important. Pensez à lui refaire un scanner cérébral. Là, vous avez vu l'hydrocéphalie, sachez, il faut savoir qu'on doit le dériver. Appelez un neurochirurgien, référer le malade. Bref, il faut agir rapidement. Parce que s'il n'y a pas cette prise en charge, comme on a vu plus tôt, il y a un engagement cérébral qui va suivre et ce gars va décéder. Les troubles métaboliques vont entraîner chez le malade un syndrome confusionnel. Il faut rechercher une hyponatrémie. Le traitement de l'hyponatrémie ici est assez particulier. Ça ne va pas se traiter par un complément d'emblée comme ça, non, parce qu'il y a 2 choses qui vont se mélanger. Il y a sécrétion, il y a SIADH qui va entraîner une sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique qui va retenir le favosocéphalie. Il y a une production du facteur atrial natriurétique qui va retenir le sodium. Donc maintenant, on va essayer de peser un équilibre entre la normovolémie et l'apport en sodium. Bref, il y a une certaine gymnastique à faire pour pouvoir corriger l'hyponatrémie. Ça, c'est toute l'importance des réanimateurs. Mais si vous n'en avez pas à disposition, prenez ça en considération et voyez comment corriger. Il y a des protocoles de correction justement qui sont bien écrits que vous pouvez consulter et savoir comment sauver ce patient. Les crises épileptiques peuvent survenir également dans 6% des malades. Et à ce moment-là, le traitement, on en a déjà parlé, c'est de l'antiépileptique. À notre niveau, je dis niveau, ce qui est plus accessible, je veux dire, c'est le phénobarbital qu'on met injectable. La fièvre également peut survenir dans 40 à 72% des cas. La fièvre est extrêmement délétère chez les patients qui ont un accident vasculaire cérébral hémorragique, particulièrement les hémorragies paranchémateuses. Parce qu'on a des preuves que ça aggrave l'ischémie dans le cerveau.
Il faut traiter cette fièvre-là. Les antipyrétiques, très peu, parce que cette fièvre, en fait, est due aux médiateurs de l'inflammation qui sont libérés, notamment le NO, monoxyde d'azote qui est libéré, et les prostaglandines, les leucotriènes et tout ce qui va avec, les thromboxanes adultes. Donc, une fois que c'est sécrété, ça va entraîner de façon la température. Ce qu'on fait habituellement devant les fièvres chez ces patients, c'est l'enveloppement humide. Mouiller une serviette, c'est plutôt simple. Poser sur le malade et avec le temps, on se rend compte que la température baisse. Donc, la glycémie doit être également optimale entre 0,8 et 2. Il ne doit pas faire d'hypoglycémie en dessous de 0,8, il ne doit pas faire d'hyperglycémie parce que ce sont les éléments qui vont aggraver les lésions cérébrales. On va appeler ça les axes. L'œdème pulmonaire neurogénique, on en a parlé déjà. Il faut absolument y penser devant un patient qui développe des troubles respiratoires qui surviennent de façon aiguë, avec ou sans toux. La toux rosomonique qu'on attend habituellement, pas forcément. Mais à ce moment-là, il faut absolument intuber le malade, faire de la ventilation mécanique chez ce patient, ajouter maintenant les diurétiques pour faire partie de cet œdème neurogénique-là. Mais comme je dis, souvent transitoire, donc parfois on ne met pas les diurétiques même. On intube juste le malade, on maintient la saturation d'oxygène de 80% et ça passe. L'insuffisance cardiaque également, elle est transitoire, mais ça, il faut savoir y penser, avoir des vitamines vasoactives pour pouvoir agir au cas où. Même si c'est transitoire, il faut savoir y penser. Parce que ça peut engager le principe vital à court terme. Le vasospasme, c'est une des complications les plus graves qui survient habituellement. 70% des patients ont un vasospasme, mais seulement 30% sont symptomatiques. Les traitements maintenant sont particuliers. Avant, il y avait un protocole qu'on écrivait le protocole des 3H. Aujourd'hui, on dit de faire juste une normovolémie. Normovolémie, tu mets bien ta nimodipine. Si tu peux, en endovasculaire, tu peux faire une dilatation intravasculaire, intra-artérielle avec un ballon. Ou alors, tu fais une injection, on parle de papaverine en intravasculaire, ou alors de nimodipine en intravasculaire, c'est ça qu'on utilise également. Mais on doit maintenir ce patient en hypertension. On doit faire une normovolémie. La dernière chose dont j'ai parlé, sur laquelle je veux revenir avant de conclure, c'est le renseignement. Le renseignement, c'est une complication qui survient également habituellement, extrêmement montée dans les cycles, les malades décèdent quasiment. Et lorsque ça survient, il faut seulement courir en fait. On doit seulement courir. Mais il faut éviter que ça arrive en fait. Si ça arrive, la plupart du temps, ça veut dire que dans la prise en charge, il y a eu un souci. Bon, maintenant, avant de conclure, le pronostic justement des hémorragies méningées n'est pas souvent très bon. Les patients qui ont une intervention de la conscience à 20 Glasgow inférieure à 8 et des grades 5, là, le FNS 1TS récupère assez difficilement quand même. Assez difficilement. Mais si tu es grade 1, tu as 70% de chances de récupérer. Si tu es grade 2, tu vas environ à 50%, à 60%, et puis grade 3, environ à 50%. Grade 4 et 5, on quitte de 50%, on chute quasiment à 20% de chance de récupération. Donc, le pronostic n'est pas souvent bon pour les malades qui ont déjà une attention de la conscience qui est assez important. Il est donc important, en guise de conclusion, de diagnostiquer au plus vite l'hémorragie méningée parce que le pronostic n'est pas souvent bon quand on a le diagnostic au départ. Détecter les complications et les prendre en charge, bien débuter la prise en charge, référer le malade dans un service adapté, neuroréa ou réa dans un hôpital service de neurochirurgie, traiter la cause qui est le traitement définitif, qui est le traitement définitif, et après ça, maintenant, on a protégé le malade, on fait forcément le suivi sur le long terme, évaluer la réinsertion sociale. Kinésithérapie s'il y a des paralysies, et ainsi de suite. Donc, c'est sur ce que je vais vous remercier pour votre attention. Et on va passer à la phase des questions et des réponses. Est-ce qu'il y a des questions pour nous aujourd'hui? Bonsoir, Tiwa. docteur. Bon, merci pour votre présentation, docteur. Nous sommes Tiwa. Nous sommes 7e année à la FMSP de Douala. J'ai un problème avec le délai d'administration et la période de prise de la nimodipine. Ça, c'est ma première préoccupation, docteur. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à le traitement antipyrétique. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser du paracétamol plutôt que les AINS? Et j'ai une dernière question. En fait, devait parler des hémorragies méningées. Pourquoi est-ce qu'on a parlé seulement des hémorragies subarachnoïdiennes et non pas les 3 types? D'accord. Je vais commencer par la dernière question. Les 3 types, il s'agit de quoi exactement? Les hémorragies sub, sub, sous-durales, subdurales.
En fait, les hémorragies de la dure mère et ceux de la couche arachnoïdienne. D'accord. L'entité nosologique appelée hémorragie méningée en fait, est définie pour les hémorragies sous-arachnoïdiennes uniquement. Les hématomes, par contre, les autres sont les hématomes qui sont sous-duraux et épiduraux. Donc, mais quand on parle d'hémorragie méningée, on parle uniquement d'hémorragie sous-arachnoïdienne. En anglais, dans la littérature anglo-saxonne, l'hémorragie méningée n'existe pas. Eux, ils parlent de subdural hématoma. Et c'est dans ce cadre-là, on n'inclut pas les hémorragies, les hématomes sous et sous-duraux. D'accord, docteur. D'accord. La deuxième question, c'était sur... Pourquoi est-ce qu'on n'administre pas... La première question, c'était par rapport au délai d'administration de la nimodipine et la période pendant laquelle on peut l'administrer. D'accord. La nimodipine, justement, tu la commences dès que tu as reçu le malade. Je t'explique le principe. Elle a pour mission de prévenir la survenue du vasospasme. Comme tu t'intéresses un peu au truc, le vasospasme, en fait, c'est une complication qui survient habituellement entre le 3e et le 21e jour, qui suivent l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Mais seulement, on n'attend pas le 3e jour pour mettre la nimodipine. On met ça dès que tu as reçu le malade, tu commences la nimodipine. À la posologie que j'ai citée là, les 60 mg qu'on met tous les 4 heures, obligatoire. Dès que tu as reçu le malade, même si c'est le premier jour, tu commences la nimodipine. Parce qu'en fait, tu ne sais pas quand ça va survenir. Comme tu as vu, 70% des malades font un vasospasme. Juste que 30% seulement sont symptomatiques. Donc, dès que tu as reçu le malade, tu commences ton traitement avec la nimodipine. La durée maintenant, c'est jusqu'au 21e jour. Quand tu as fait 3 semaines, tu peux arrêter. Parce que les études qui ont été faites préalablement montrent qu'après les 21 jours, tu ne vas pas souvent voir des tas de vasospasmes qui suivent. Donc, c'est pendant les 21 jours, les 21 premiers jours, qu'on va mettre la nimodipine à la posologie qu'on a citée. Et tu commences dès que tu as reçu le malade, la posologie reste la même. C'est bon? Oui, docteur. D'accord. Maintenant, les antipyrétiques comme le paracétamol, comme j'ai dit, hein, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le paracétamol. Mais les études, justement, ne montrent pas un intérêt particulier du paracétamol. Ça montre juste que on a mis le para, la température a bien monté, mais les fièvres d'origine centrale, habituellement, répondent très mal aux antipyrétiques usuels. C'est un peu ça la réalité. Ils répondent très mal aux antipyrétiques usuels et c'est un enveloppement humide qui marche mieux. Donc, on a choisi de mettre ça parce que ça marche mieux. Et que le para, ça ne marche pas vraiment. Vu que les médiateurs qui sont libérés, en fait, ne sont pas intravasculaires. Il y a une dégradation du sang dans le liquide, les vases sous-arachnoïdiens qui se déposent sur les vaisseaux et ça entraîne une réaction inflammatoire. Donc, il n'y a pas de réaction inflammatoire réelle en intravasculaire, en intraparenchymateux. Donc, eux ne marchent pas beaucoup. Et maintenant, quand il y a un fièvre d'origine centrale, c'est parfois parce qu'à cause du stress au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, on se rend compte qu'il y a du NO, du monoxyde d'azote qui est libéré un peu de partout, et une vasodilatation qui est quasiment systémique. Et c'est ça qui entraîne la fièvre. Donc, quand tu mets du froid dessus, ça entraîne une vasoconstriction et ça baisse la fièvre. Contrairement au para qui n'est pas vasoconstricteur, tu vois un peu, non, ce sont les théories qui sont émises pour expliquer en fait pourquoi est-ce que ça marche et que l'autre ne marche pas. D'accord, docteur. Et par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je me dis que ça doit être les formes parenchymateuses qui font beaucoup plus de vasospasme. Quel Parce grade? que C'était quel grade? 1, 2, 3, 4. Tu as dit grade 2? Grade 4. Bon, je vais juste te dire non et attendre que quelqu'un d'autre essaie aussi. D'accord, merci, docteur. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, la question c'est de Inès. Inès, merci pour la présentation. Comment est-ce que l'hémorragie méningée donne l'infarctus du myocarde? Donc, comme j'expliquais, ce sont des mécanismes qui sont liés aux activations sympathiques. Est-ce que je peux dire ce que je pense dans ma tête là? Ce que je pense, ça, on va peut-être regarder après. Mais dans la physiopathologie, ce n'est pas clairement défini. Ce n'est pas clairement expliqué. On dit qu'on se rend compte qu'avec l'activation autosympathique, il y a des troubles électriques du cœur qui suivent. Mais peut-être que le cœur est tellement excité, il bouge tellement fort qu'il y a des endroits où justement qui ne ressortent pas le sang, moi je me dis. Mais dans la physiopathologie écrite et décrite, on n'a pas vraiment expliqué comment est-ce qu'on part pour arriver à l'infarctus, à l'ischémie et tout. Mais on décrit en fait que le facteur causal, c'est l'activation sympathique exagérée là. Ça, par contre, c'est décrit. Mais maintenant, comme je dis,
le détail qui va amener jusqu'à l'infarctus. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas lu ça quelque part. Gadji Dadi. Voilà, merci de nous avoir donné la parole. Nous sommes Gadji Dadi, étudiant en 4e année de médecine au Mali. D'accord, Dadi. Voilà, merci pour la qualité de votre présentation. Nous avons beaucoup appris quand même. Cependant, nous avons 2 questions. D'accord. Voilà, à savoir par quel mécanisme le patient peut-il être atteint de l'hémorragie, peut développer une hémorragie sous-arachnoïdienne après un coït figuré. Le mécanisme. D'accord. La deuxième, voilà. La deuxième question, peut-on considérer l'hémorragie sous-arachnoïdienne comme l'une des formes cliniques de l'AVC hémorragique? D'accord. Je commence par la deuxième, comme précédemment. Dans les accidents, dans la définition d'accident vasculaire cérébro hémorragique, on inclut tout ce qui fait saigner dans la tête. L'hémorragie méningée en fait partie. Bon, maintenant, on va pas le mettre là-bas d'emblée parce que après, tu as des littératures qui vont il y a des situations où on va te demander, comme dans l'hémorragie vasculaire, on m'a demandé un jour, un enseignant, est-ce que c'est une hémorragie, c'est un AVC hémorragique ou une hémorragie méningée? Pour dire que ce sont des entités, en fait, même si tous les deux sont des accidents vasculaires hémorragiques, c'est 2 entités neurologiques distinctes qui n'entrent pas dans le même cadre parce qu'elles ont des manifestations et des prises en charge complètement différentes. Tu vois un peu, non? Les deux sont des accidents vasculaires hémorragiques, mais on n'intègre pas habituellement dans la définition sémantique l'hémorragie méningée dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Parce que le protocole ou bien la codification de la prise en charge est complètement différent dans les 2 cas. C'est un peu compréhensible ce que je dis. Oui, j'ai bien compris. Merci. Voilà. Ça veut dire que si tu as un cas maintenant, ce que tu penses une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie méningée, il vaut mieux que tu dises hémorragie méningée. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que tu dises accident vasculaire cérébral hémorragique. Maintenant, je reviens un peu sur ce que tu vois, sur ce que le docteur disait tout à l'heure. Les hématomes sous-duraux et épiduraux n'entrent habituellement pas également dans la définition d'AVC hémorragique. Même si tous sont des événements vasculaires hémorragiques intracrâniens, on ne les inclut pas dans les AVC hémorragiques. Parce que quand tu dis accident vasculaire hémorragique, quand tu dis un patient qui a un AVC hémorragique, tout le monde voit l'hémorragie intraparenchymateuse. Je pense que tu comprends un peu. Donc, de façon littérale, si tu dis AVC hémorragique, c'est un peu tout ça. Mais de façon médicale, si tu dis AVC hémorragique, on ne voit que l'hémorragie intraparenchymateuse. Mais c'est la raison pour laquelle, tu vois, si aujourd'hui je présente un malade à un professeur de neurochirurgie, je dirais que ce patient a un AVC hémorragique s'il a une hémorragie intraparenchymateuse spontanée. S'il a une hémorragie intraparenchymateuse qui est post-traumatique, je dirais que ce gars a, je ne dirais pas AVC hémorragique, je dirais traumatisme crânien avec hémorragie intraparenchymateuse. Je veux dire, c'est un peu de la sémantique, c'est un peu vraiment de la littérature pour qu'on puisse se comprendre. Si c'est post-traumatique, je dirais trauma crânien avec hémorragie intraparenchymateuse. Là, il comprend. Si c'est spontané, je dis, j'ai un patient avec un AVC hémorragique. Tout le monde a compris de quoi il s'agit. Si c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne, je dirais que j'ai un patient avec une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie méningée. Maintenant, si c'est sous-durale et sous-durale, je dirais hémorragie extradurale ou bien hémorragie sous-durale. C'est comme ça que je parlerai en fonction des circonstances. Mais comme je dis la définition littéraire d'AVC hémorragique, on peut inclure tout ça. Mais de façon médicale, chaque terme a une signification sémiologique ou bien nosologique. Quand tu dis ça à un professionnel, il sait de quoi tu parles. Et il connaît quel traitement donner et quel raisonnement il peut avoir derrière. Donc, essayons de faire un peu le distinguo. Maintenant, ta première question, c'était comment est-ce qu'on fait pour avoir, eh bien, qu'est-ce qui explique que l'hémorragie méningée suivie après le coït vigoureux? En réalité, on a fait la remarque. Peut-être que le coït, c'est un exercice physique, comme la plupart des exercices physiques habituellement, non? Mais c'est un des exercices les plus laborieux que tout le monde fait, disons comme ça. Si on demande aux gens de partir courir des tours du stade, tout le monde ne fait pas ça. C'est les sportifs qui font ça. Mais l'usager commun fait cet exercice physique-là. Il a un rapport sexuel. Quand ça dure longtemps, c'est du sport, en fait. Et comme tout le monde fait ça, ça suffit habituellement là-bas.
C'est un sport de tout le monde, disons comme ça. Parce qu'en réalité, toute situation pouvant entraîner, il peut t'asseoir à Tegel pour entraîner une rupture d'anévrisme. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. S'il y a d'autres questions, est-ce qu'on peut considérer la drépanocytose comme facteur aggravant des hémorragies méningées? La drépanocytose peut pas être considérée comme facteur aggravant des hémorragies méningées. Pas du tout. La drépanocytose, par contre, est un facteur favorisant des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Les patients les patients drépanocytaires, s'ils ont des lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, habituellement, c'est AVC hémorragique. C'est ce qu'on dit. Mais pas comme un facteur aggravant des hémorragies méningées. Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez revenir sur la présentation clinique du vasospasme? D'accord. Le vasospasme, en fait, comme je disais, c'est une lésion ischémique. Il y a une vasoconstriction, en fait, artérielle qui survient et on aura un tableau d'ischémie cérébrale. Habituellement, c'est le patient qui est reçu. Soit au départ, il a un déficit, soit il n'en a pas. Dans le cas où il n'a pas de déficit, il présente un déficit moteur d'installation aigu, comme un AVC, comme un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que le gars fait son AVC sur son hémorragie, sous la rhamnoïdienne. Quand il fait ça, tu suspectes un vasospasme. J'ai eu une patiente comme ça, elle arrive, elle consulte pour son hémorragie, disons pour ses céphalées brutales et tout. On fait le TDM, elle a une hémorragie sous la rhamnoïdienne classique. Maintenant, en cours d'hospice, à J3, J4, elle fait une crise épileptique. Après la crise épileptique, on se rend compte qu'elle a un déficit moteur. La question maintenant à 10 000 $, c'est ça. Le déficit moteur qui survient, à quoi est-ce qu'il peut être dû? On commence à discuter. Ça peut être d'origine métabolique, ça peut être dû au vasospasme qu'elle a développé parce qu'elle est à son 5e jour, donc c'est possible. Ou ça peut être tout simplement une paralysie de Todd, qui est une paralysie qui survient, une paralysie de fatigue qui survient sur un muscle qui a convulsé. Donc maintenant, comme d'habitude, on revient sur la sémiologie. Le déficit, est-ce qu'il est, c'est vrai que là encore, on est encore embêté. Est-ce qu'il est flasque ou bien est-ce qu'il est spastique? Une fois qu'on a testé, on voit que le déficit est flasque. Qu'est-ce qu'il faut faire? On refait un scanner cérébral. Et quand on refait le scanner, on se rend compte qu'il y a une plage ischémique qui correspond au territoire de la paralysie. À ce moment, on peut supposer que cette patiente a fait un vasospasme. Il est supposé parce que c'est un signe indirect de vasospasme. Le signe direct sera de voir à l'angioscanner la réduction de la lumière ou alors à l'angiographie la réduction de la lumière. Mais de façon indirecte, on peut déjà affirmer que c'est un vasospasme, mais à partir du scanner, on dit qu'il y a une lésion ischémique qu'il faut prendre en charge. Donc, le vasospasme, c'est ce déficit brutal qui survient chez un patient qui n'a pas de déficit ou alors qui aggrave son déficit initial de façon brutale. Habituellement, c'est ça. Habituellement, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question de Zanfac. Paul, est-ce que vous pouvez nous parler des autres étiologies d'hémorragie méningée en dehors des causes anévrismales? Ça, c'est tout un autre cours. Hein. Si c'est une demande, on peut voir comment est-ce qu'on insère dans le programme. Moi, il n'y a pas de problème. Mais les causes habituellement retrouvées, comme on a cité plus haut, c'est les malformations artério-veineuses qui sont encore un autre type de malformation vasculaire. C'est le trauma qu'on retrouve habituellement qui est le plus fréquent, qui est la cause la plus fréquente. Après, maintenant, tu as les troubles de la grâce sanguine qui peuvent également expliquer un anévrisme. Et puis, donc, disons, on inclut toutes les malformations vasculaires, que ce soit une fistule, que ce soit un cavernome, que ce soit les malformations artério-veineuses et ainsi de suite. Mais là, c'est tout un autre coup, Paul. Je crois que si on veut seulement citer, c'est ça, oui. On veut citer seulement ça. Mais si on veut faire un coup dessus, ça serait vraiment, vraiment long encore. Mais comme il dit d'habitude, je reste ouvert à vos questions, justement, pour en discuter justement sur WhatsApp et tout. Moi, je n'ai pas de problème. Mais là, c'est tout un autre coup qu'il faut faire. Mais sinon, on retient qu'en dehors de l'anévrisme, tu as des malformations vasculaires comme la MAV, malformation artério-veineuse, qui est un facteur favorisant. Et en dehors des malformations vasculaires, tu as le trauma qui est une des causes les plus fréquentes. Et dans les malformations vasculaires, tu reviens encore là-bas, tu as le cavernome. Et chez les patients âgés, tu as les angiomes caverneux. C'est les patients qui font comme des thrombus fongiques. Ça peut suivre, ou bien des petites tumeurs, en fait, vasculaires, qui peuvent expliquer justement une hémorragie méningée. Mais habituellement, c'est chez les patients qui sont âgés. C'est le patient là, justement, chez qui tu as fouillé tout, tu n'as pas trouvé. Et puis, tu fais maintenant un bilan biologique. Avec les signes inflammatoires, tu peux penser que c'est un angiome, ce sont des angiomes vasculaires. Et le traitement
c'est souvent les antibiotiques et les antifongiques qu'on met ensemble pour pouvoir soigner le malade. Mais habituellement, comme c'est le patient âgé, c'est le patient qui n'a pas vraiment de fatigue cardiovasculaire, il est âgé, tu n'as pas vu l'anévrisme à plusieurs reprises, parce que pour affirmer qu'il n'y a pas d'anévrisme devant une hémorragie méningée, il faut bien s'asseoir. Il faut vraiment bien s'asseoir. Donc, j'espère que Paul, ça va. Francis Long, docteur, merci pour la blablabla. S'il vous plaît, j'aimerais connaître la raison pour laquelle on ne doit pas faire de ponction lombaire avant d'avoir effectué un scanner. Et en réponse à la question qui a été posée, grade 2. Grade 2, non, Francis. Non. Je laisse la place à d'autres personnes et répondez encore. Il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi pas de PL avant d'effectuer le scanner? Parce que tu as ce patient-là qui a une céphalée brutale, chez qui tu as les signes d'HTIC. Devant une HTIC, ce serait un peu prétentieux de dire d'emblée que c'est une hémorragie méningée, même si tu es sûr, même si tu sens que c'est ça. Médicalement, devant un syndrome d'HTIC, tu dois te rassurer qu'il n'y a pas de PEIC, de processus expansif intracrânien. Il est formellement contre-indiqué de faire une ponction lombaire chez un patient qui a un processus expansif intracrânien. Parce que la baisse de la pression dans le canal rachidien va entraîner un engagement tonsillaire. Donc, il est vraiment formellement contre-indiqué de faire ça. Maintenant, ça, c'est ce qu'on demande de faire et c'est ce qu'il faut respecter absolument. Bon, maintenant, après, la médecine, ça s'adapte. Mais de façon classique, retenons que pas de ponction lombaire sans avoir effectué un bilan d'imagerie qui exclut un PEIC qui pourrait justement favoriser un engagement tonsillaire. L'engagement tonsillaire, le malade va mourir de demain. Il vaut mieux éviter ça. Il faut vraiment mieux éviter ça. Donc, OK, Jules l'a dit là. Bonjour, c'est Dr Ladil à partir de la République démocratique du Congo. D'accord, bon, ça, merci beaucoup pour la présentation. Juste une petite préoccupation sur le suivi de ces patients qui ont cette hémorragie sous-aragoïde. Comment on peut faire leur suivi à moyen terme et à long terme? D'accord. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? Le suivi va varier en fonction qu'on ait à traiter l'étiologie ou pas. Si je considère qu'on est dans un de nos pays d'Afrique où habituellement on soigne les malades chez qui on soigne l'hémorragie méningée comme étant une maladie et après on s'arrête là, le suivi consisterait à diagnostiquer, rechercher l'étiologie et le référer chez un neurochirurgien pour une prise en charge optimale et définitive. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a récupéré son hémorragie sous-arachnoïdienne, il était dans le coma, il a récupéré, il faut l'envoyer absolument chez un neurochirurgien, que ce soit dans le pays où on est ou ailleurs. Comme je dis, je reste ouvert. S'il y a des cas, s'il n'y a pas de personnes sur la place qui soignent, vous pouvez nous écrire, nous trouver comment on va trouver un neurochirurgien qui pourra le prendre en charge. Donc, par ailleurs, maintenant, si le patient a été pris en charge, on a soigné l'étiologie, le suivi va consister surtout en la gestion des séquelles. Il peut y avoir un déficit ou alors, certains malades, en fait, qui ont une hémorragie sous-arachnoïdienne ont des complications à long terme sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire, les troubles du calcul, les troubles de raisonnement et ainsi de suite. Donc, le suivi va consister en un suivi chez les neurophysiologistes et les neurocognitifs. Ou alors, c'est nous, les neurologues, les neurochirurgiens qui prennent ça en charge. On va accompagner le malade, on va accompagner progressivement et on va faire ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Habituellement, au départ, on laisse un certificat médical pour dire que voilà, le gars est à l'hôpital, il ne peut pas travailler maintenant. Maintenant, après, une fois qu'on a fait le clipage d'anévrisme, on va le suivre pendant un certain temps. L'idée sera de faire quoi? De faire des tests cognitifs après. Tu veux faire le test MMS, qui reste un bon test quand même, qui permet d'évaluer le niveau cognitif d'un malade. Ou alors, tu fais des tests adaptés en fonction de ce que tu cherches, test de mémoire, test de calcul et tout. Et en fonction maintenant de la récupération du patient, à un moment donné, tu lui fais un certificat. Maintenant, tu dis qu'il peut reprendre le travail. S'il avait une paralysie, c'est la kinésithérapie. En fonction du stade, c'est les stimulations musculaires, c'est la kinésithérapie de renforcement musculaire. Bref, c'est en fonction du stade. Et l'idée maintenant, comme je dis, c'est la réinsertion sociale. Si on a traité la cause, c'est vraiment la réinsertion sociale. C'est se dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui qu'on l'a opéré et puis après, maintenant, on l'accompagne pour qu'il puisse se revenir comme avant. C'est un peu ça. Ça va, docteur Adila? C'est bon? Merci beaucoup. Super. Nikkei, on peut prendre ta question? Bonsoir, je suis Nikkei City from China. Je suis en stage au Cameroun.
Pour ma question, merci d'abord, docteur, pour votre bien présentation. Ma question ou préoccupation est la suivante. Concernant l'étiologie la plus fréquente, qui est la rupture d'anévrisme, les ruptures d'anévrisme cérébraux, docteur, j'aimerais avoir des précisions sur les artères les plus touchées. Parce que nous avons beaucoup d'artères, la communicante antérieure, postérieure et de middle one. C'est la moyenne. Oui, il y a la moyenne, la postérieure et l'antérieure. Avec votre expérience, quelle est l'artère la plus touchée? Parce que à la ronde, on insistait dessus. Il faut localiser le territoire touché. Donc, j'aimerais savoir pour vous, quelle est l'artère la plus touchée lors des ruptures d'anévrisme cérébral, s'il vous plaît? Ça, c'est ma première question. D'accord. C'est une très bonne question, Nicaise. C'est une question justement qui est vraiment orientée étiologie et ça, c'est vraiment intéressant, surtout en neurochirurgie. L'anévrisme survient habituellement dans les zones de confluence vasculaire. Ça veut dire que, tu vois, il y a des artères comme l'artère cérébrale antérieure qui vont prendre le sang à un endroit X au niveau de la carotide, par exemple, et l'amener directement vers le système nerveux, le lobe frontal et les autres territoires qui va énerver, qui va irriguer. En tout temps, maintenant, il y a des endroits où le sang va venir de deux côtés. Dans la circulation cérébrale, ce sera particulièrement au niveau des communicants. Donc, au niveau de la communicante postérieure, par exemple, tu auras cette jonction-là qu'il y a entre l'artère carotide, d'une part, et l'artère cérébrale postérieure, d'autre part. Donc, parce que le sang vient des deux côtés, il y a comme une zone de turbulence au milieu qui va favoriser la suite des anévrismes. Ça, c'est deux. Anévrisme sujet habituellement dans les zones de turbulence, les zones de confluence vasculaire. Donc, les vaisseaux les plus touchés maintenant, c'est la communicante postérieure et la communicante antérieure. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve habituellement les anévrismes. C'est les PICOM et les ECOM. Apparemment, c'est ce que tu parles en main. Postérieur communicant antérieur communicant. Maintenant, après, les ECOM, c'est la middle cerebral artery. Voilà la troisième artère. Maintenant, après ça, on va maintenant fouiller au niveau du tronc basilaire. Le tronc basilaire, c'est au niveau de la bifurcation. C'est-à-dire que quand on va quitter le tronc basilaire pour former les deux artères cérébrales postérieures, il y a souvent la nuxiforme qui se forme à ce niveau-là. Ou alors, maintenant, tu vas aller maintenant un peu plus loin, c'est quand il y a une division de l'artère cérébrale moyenne. Quand tu passes du segment M1 au segment M2, il y a cette bifurcation-là et au niveau de la bifurcation, il y a du sang qui va percuter à chaque fois et qui va favoriser la suivi des anévrismes. Donc, tu retiens PICOM, tu retiens ECOM, ensuite middle cerebral artery, puis basilar artery, et puis les artères, les bifurcations de l'artère cérébrale moyenne. OK. My last question, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, pas pourquoi, comment est-ce qu'un patient qui se plaint de céphalée, you call it thunder, like, comme un coup de tonnerre, comme les céphalées intenses, maintenant, comment le mécanisme se fait pour qu'à chaque ponction lombaire, on le soulage? J'ai constaté qu'à chaque fois que le patient avait très mal à la tête, on nous demandait de faire une ponction lombaire. Et automatiquement, dès qu'on faisait la ponction lombaire, si on a pu avoir du liquide, le patient était soulagé. Il dormait, il disait carrément que le mal de tête est parti. Est-ce que le docteur pouvait nous donner d'amples informations? Comment ça se fait? Est-ce que c'est la pression qu'on a baissée qui a chuté et qui a fait en sorte que la douleur baisse aussi? D'accord. J'ai un patient, je précise, qui a eu une hémorragie cérébrale, en fait. Hémorragie méningée. Oui, hémorragie méningée. I'm sorry for the expression, yeah. D'accord. En réalité, comme j'expliquais au départ, tu vois, tu as l'hydrocéphalie qui peut survenir, non? En cas d'hydrocéphalie qui sera communicante, tu as le LCR qui est produit et qui va circuler dans toutes ces différentes cavités, mais qui ne sera pas résorbé. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de LCR qui va se faire dans tous les circuits, dans tous les canaux. D'accord? Maintenant, comme le LCR est accumulé, ça va entraîner une hypertension intracrânienne qui sera responsable des céphalées. Quand tu viens maintenant et que tu fais la ponction lombaire, tu réduis le volume de LCR, donc tu soulages le malade. C'est en fait ça qui peut justifier que le malade soit soulagé.
Bon, maintenant, on est rassuré si tu as fait un scanner avant. Hein, parce que si tu n'as pas fait un scanner avant et que ce gars te dit qu'il est rassuré, tu dois avoir peur. Vu que ça veut dire que si il y a un truc qui presse en haut là-bas, tu as baissé la pression en bas. Est-ce que ça va entraîner un engagement pour l'interrogation? Mais si tu as fait ton scanner et que tu es sûr qu'il y a effectivement une hydrocéphalie, c'est normal que lorsque tu piques, que tu vides, que tu réduis la pression, que ça soulage le malade. Ce n'est que normal. D'accord. Thank you so much, Doc. You're welcome. D'accord. Une autre question de Agbo Panzo Segla, Cédric. En cas de malformation, je suppose, artério-veineuse rompue, est-ce que la nimodipine a un intérêt avant la prise en charge chirurgicale? Oui. La nimodipine prévient la survenue du vasospasme. Et si tu te rappelles de la physiopathologie, le vasospasme survient parce qu'il y a la dégradation du sang dans l'espace sous-arachnoïdien qui se dépose sur la paroi des vaisseaux. Quelle que soit la nature, quelle que soit l'origine de ce saignement-là, c'est parce que le sang se dépose sur les vaisseaux qui a vasospasme, que ce soit une malformation artérovasculaire ou bien que ce soit un anévrisme. C'est parce qu'il y a ce dépôt-là, en fait, qu'il y a vasospasme. Donc, il vaut mieux le mettre toujours. Parce qu'on a dit, dès qu'il y a hémorragie méningée, mettre un nimodipine tranquillement. Quelle que soit l'origine, mettre un nimodipine tranquillement. Même si c'est un angiome vasculaire, mettre un nimodipine tranquillement. D'accord. Paul propose fiche 3 et 4. Paul, il y a une seule réponse juste. Tu choisis quoi, 3 ou 4? Agoy, pour s'assurer qu'il n'y a pas de PEC, ne pourrait-on pas faire le fond 2 avant de faire la PL? C'est un peu délicat, mon cher ami, ma chère amie, par rapport au fond d'œil. Parce que le fond d'œil, en fait, signe juste qu'il y a une HTIC. Or, ça, tu sais déjà cliniquement qu'il y a l'HTIC. La question, c'est que c'est dû à quoi? Tu peux avoir hydrocéphalie, tu peux avoir hémorragie méningée tout simplement avec hydrocéphalie non communicante, bien communicante, avec HTIC. C'est possible. Maintenant, tu peux avoir ton PEIC avec HTIC et les deux vont entraîner ton édème papillaire. La question maintenant, comment tu fais pour savoir que l'un c'est l'autre ou bien que l'autre c'est l'un? C'est un peu ça l'idée. Donc, il vaut mieux avoir ton imagerie parce qu'avec l'imagerie, c'est ce que tu as vu, non? Ce que tu as vu ne saurait mentir. D'accord. Docteur Tiwa revient encore. S'il vous plaît, vous pouvez redonner les 6 scanographies de l'hémorragie méningée. J'ai dit hyperdensité avec comblement de l'espace sous-arachnoïdien. Francine Gondi, fiche 3. Je vais te montrer les imageries, docteur Tiwa. Patiente un peu. Fiche 3. Bravo, Francis. C'est fiche 3, effectivement, qui a le plus haut risque de faire un vasospasme, la calculation de fiche. Parce qu'il y a trop de sang, en fait, au niveau du cortex. Et c'est ça, en fait, qui entraîne le vasospasme. Ce n'est pas le sang qui est intraventriculaire. On a tendance à croire que le fiche 4 est celui qui a le plus de sang. Fiche 4, c'est uniquement parce qu'il est intraventriculaire. Et le risque chez lui de fiche 4, c'est plutôt une hydrocéphalie donc communicante. Parce que ça va provoquer un peu une obstruction et ou communicante, parce que ça peut juste contenir un LCR et partir entraîner une défaut de résorption. Donc, fiche 4, c'est plus hydrocéphalie. Fiche 3, c'est plus vasospasme. Donc, c'est bon, Francis, ça veut dire que c'est d'environ 30% de faire un vasospasme. D'accord. De là, tu vois, tu es là. Tu as vu l'image là? Oui, docteur. Oui, tu vois tout ce qui est blanc là, en dessous là. Tu vois le blanc qu'on a pointé avec les flèches là. Oui, docteur. Normalement, là-bas, il y a du LCR en fait. C'est ça qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Quand tu vois un TDM cérébral non injecté avec du blanc comme ça, non injecté, j'insiste, avec du blanc comme ça, on dit qu'il y a un comblement des espaces sous-arachnoïdiens. Parce que normalement, cette partie-ci, il y a du LCR à l'intérieur. Il y a du LCR là-bas normalement. Comme tu peux voir ici, dans le cliché ici par exemple. Tu vois ici par exemple, il n'y a pas le blanc là. On est d'accord? Oui, docteur. Il n'y a pas de blanc là-bas. Alors de l'autre côté, tu vois tout ce qui est noir, les traits noirs qu'on voit là sont devenus blancs. D'accord? C'est en fait ça qui fait dire qu'il y a un comblement d'espace sous-arachnoïdien et qui justifie l'hémorragie méningée. La deuxième chose, c'est ceci. Donc justement ici, tu vois cette partie, il y a une partie blanche là devant le mésencéphale là. Oui, justement, c'est la partie de tout le liquide blanc, la pomme étoilée, je parlais là. C'est ça, en fait, qu'on appelle comblement de la cystine de la base. Tu vois, du blanc ici. Comblement, je vais prendre quelque chose normal pour que tu vois. Voilà les deux images, voilà les deux lésions. Tu as ça qui montre clairement le comblement de l'espace sous-arachnoïdien, le blanc là partout. Et ici, qui montre le comblement des cystines de la base. Tu vois un peu, non? Tu as ces deux lésions aussi. Tu peux, l'une ou l'autre, bien l'une et l'autre, tu peux affirmer qu'il y a ton hémorragie méningée. Tu vois clairement. Ça va? D'accord, docteur.
OK. Docteur, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Oui, oui. En fait, dans le fichier 4, on a le son non seulement en intraparenchymateux, mais également dans le LCR. Et c'est vrai que dans le fichier 3 également, on a dans le LCR. Donc, dans le fichier 4, on n'a pas de possibilité d'avoir aussi du vasospasme. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que dans le fichier 4, quel que soit le volume du sang qu'il y a dans l'espace arachnoïdien, dès qu'il y a effraction, tu dis que c'est un fichier 4. Ça veut dire que le sang qui est dans l'espace arachnoïdien peut même être moins d'1 millimètre. Dès qu'il y a effraction, tu dis que c'est un fichier 4. Maintenant, quand tu fais une étude statistique, vu que dans le fichier 3, tu ne vas prendre que ceux qui ont des gros volumes, et dans le fichier 4, tu auras les gros volumes et les petits volumes. Tu vas te rendre compte après le reste, sujet, surtout chez les fichiers 3. Tu vois un peu? D'accord, docteur. D'accord. Donc, merci à tous d'être venus. Je vous invite à rester connectés sur la chaîne Medical Mind. Donc, en janvier, on va commencer avec la télépratique. Je vous invite à rester connectés. Du courage dans ce que vous faites. L'Afrique compte sur nous pour pouvoir se développer. Et ensemble, on va réussir à atteindre nos objectifs. Beaucoup de courage encore, vraiment beaucoup de courage. C'est un pas plus qu'on va s'en sortir. Que Dieu vous garde. Bon début de semaine.